Je repassais ma robe bleu marine à petites fleurs blanches quand mon téléphone a vibré avec un message urgent de mon avocat. Appelez-moi immédiatement. En 68 ans de vie, j'ai appris que ce genre de message n'annonce jamais rien de bon. Je m'appelle Hélène Martin, et il y a 6 mois, je pensais être la belle-mère la plus chanceuse d'Aix-en-Provence. Maître David Goldman était mon avocat depuis 15 ans, depuis que mon mari Raymond nous avait quittés. Il ne me contactait jamais après les heures de bureau, sauf en cas de problème grave. Hélène, sa voix était tendue quand je l'ai rappelée. Il faut que vous vous asseyiez pour entendre ça. Je me suis perchée sur le bord de mon lit dans le petit appartement que j'avais loué après avoir vendu ma maison. Les murs jaunes vifs que j'avais peints pour égayer mon moral me semblaient soudain criards sous la lumière de l'après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas, David? C'est à propos des modifications au testament dont nous avons discuté? Non, Hélène. C'est à propos de Sophie. La femme de votre fils. Mon estomac s'est retourné comme un ascenseur dont les câbles auraient lâché. Qu'est-ce qu'elle a, Sophie? Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme la fumée d'un incendie. On sent le danger, mais on ne voit pas encore les flammes. J'ai serré le téléphone plus fort. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que Sophie Morel n'existe pas. Du moins, pas la version que votre fils a épousée. J.I. Nervousement. David, c'est ridicule. Je connais Sophie depuis plus d'1 an. C'est infirmière pédiatrique au CHU. Elle a grandi à Lyon. Elle a perdu ses parents dans un accident de bateau quand elle avait 25 ans. Hélène, il n'existe aucune trace d'une Sophie Morel ayant jamais travaillé au CHU. La femme que votre fils a épousée utilise une fausse identité. Ma robe a glissé de mes mains et est tombée sur le sol. Par ma petite fenêtre, je pouvais voir le pin où j'avais accroché une mangeoire à oiseaux, observant les mésanges s'y poser tout au long de l'hiver solitaire. Une vue si ordinaire pour une conversation si extraordinaire. C'est impossible, ai-je murmuré. J'ai bien peur que non. Mon enquêteur a commencé à examiner son passé pour les mises à jour de la police d'assurance que vous aviez demandé. Ce qu'il a découvert. David a fait une pause. Hélène, vous devez vous rendre chez votre fils immédiatement. N'appelez pas à l'avance. Ne les prévenez pas de votre arrivée. Allez-y simplement. En conduisant vers la maison d'Henri, les mains tremblantes sur le volant, j'ai repensé à l'enthousiasme avec lequel j'avais accueilli ma nouvelle belle-fille. Peut-être avec trop d'enthousiasme. Quand on est veuve depuis 15 ans et que son fils unique vit sa vie trépidante dans un autre monde de succès professionnel et d'obligations sociales, une belle-fille chaleureuse et attentionnée ressemble à un cadeau du ciel. Sophie semblait sincèrement apprécier ma compagnie. Elle m'appelait maman avec une telle affection que mon cœur s'emballait. C'était elle qui avait suggéré que je vende ma maison. Maman Martin, avait-elle dit autour d'un café dans ma cuisine au printemps dernier, ses yeux noisettes grands ouverts d'inquiétude. Cette maison devient trop grande pour que vous la gériez seule. Et honnêtement, le quartier n'est plus aussi sûr qu'avant. J'avais vécu dans cette maison pendant 37 ans. J'y avais élevé Henri, j'avais soigné Raymond pendant sa dernière maladie dans la chambre qui donnait sur le jardin que j'avais entretenu pendant des décennies. Mais Sophie avait peint un tel tableau d'indépendance et de nouveau départ que je m'étais retrouvée à acquiescer. Henri et moi en avons discuté, avait-elle continué en se penchant par-dessus la table pour me serrer la main. Nous allons avoir besoin d'aide pour les dépenses du mariage. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais si vous vendiez cette maison, vous pourriez nous aider à bien commencer notre vie ensemble. Et vous pourriez trouver un joli petit appartement plus près de chez nous. On pourrait se voir tellement plus souvent. Le mariage avait coûté 47 000 €. J'y avais contribué 35 000 € provenant de la vente de ma maison, de l'argent que j'avais prévu d'utiliser pour le reste de ma retraite. Mais voir le visage d'Henri s'illuminer en dansant avec sa mariée avait fait paraître chaque centime comme un investissement précieux. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, en me garant dans leur allée derrière la BMW d'Henri, je me sentais mal. La maison qu'ils avaient achetée avec le reste de mon argent paraissait si parfaite dans la lumière du soir, avec sa pelouse manucurée et son aménagement paysager soigné. Par la fenêtre du salon, je pouvais les voir s'activer dans la cuisine, se préparant pour ma visite. Ils avaient l'air heureux, normaux, comme un jeune couple excité à l'idée de recevoir la mère d'Henri pour le dîner. Je suis restée un long moment assise dans ma voiture, les observant à travers cette fenêtre. Quoique l'enquêteur de David ait découvert, mon fils n'était pas encore au courant. Dans quelques minutes, j'allais détruire son monde. Mais en regardant Sophie rire à quelque chose qu'Henri avait dit, rejetant ses cheveux noirs parfaitement coiffés en arrière, j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle avait joué un rôle tout ce temps. Chaque conversation, chaque repas partagé, chaque moment où je m'étais sentie reconnaissante de sa présence dans nos vies. Tout cela n'avait été qu'un numéro, et non seulement j'y avais cru, mais j'avais payé pour ce privilège.
Henri a ouvert la porte avec son large sourire habituel, m'enveloppant dans le genre d'étreinte qui me rappelait qu'il serait toujours mon petit garçon, même à 42 ans. Maman, tu tombes à pic. Sophie prépare son fameux poulet au curry. Il a reculé d'un pas et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il avait l'air fatigué. Pas juste la fatigue de fin de journée, mais une fatigue profonde, jusqu'à l'os. Tout va bien, mon chéri? Ai-je demandé en le suivant dans le salon. Juste des trucs au travail. Tu sais comment c'est dans le conseil financier. Mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Sophie a émergé de la cuisine portant un tablier fleuri sur un jean de marque, ressemblant à une image de magazine de décoration. Maman Martin, je suis tellement contente que vous ayez pu venir. Elle m'a enlacée avec la même chaleur qu'elle avait montrée pendant des mois. Et pendant un instant, j'ai douté de tout ce que David m'avait dit. Ce ne pouvait pas être un numéro. Personne n'était aussi doué pour faire semblant. Le dîner sera prêt dans une vingtaine de minutes, a-t-elle dit. Je peux vous servir un verre de vin? J'ai ouvert le chablis que vous aviez apporté la dernière fois. Pendant qu'elle retournait à la cuisine, j'ai remarqué autre chose que j'avais négligé auparavant. La maison était entièrement décorée selon les goûts de Sophie. Pas un seul objet ne reflétait la personnalité d'Henri, ni ses souvenirs de HEC, ni le jeu d'échecs ancien que son père lui avait légué, ni même le tableau des gorges du Verdon qu'il avait tant aimé dans notre ancienne maison. C'était comme si Henri Martin avait été effacé de sa propre demeure. Sophie a certainement des opinions bien arrêtées en matière de décoration, ai-je dit prudemment. Henri a regardé autour de la pièce, comme s'il la voyait pour la première fois. Oui, elle a très bon goût. Elle dit que mes vieilles affaires donnaient à l'endroit des airs de garçonnière. Mais sa voix portait une note que je reconnaissais, le même ton qu'il utilisait enfant quand il défendait des choix dont il n'était pas entièrement sûr. Henri, ai-je dit doucement. On peut parler en privé une minute? Sophie est apparue instantanément dans l'encadrement de la porte, comme si elle avait écouté. Tout va bien? Très bien, ma chérie, ai-je dit avec un sourire qui me semblait aussi fragile que du verre. Je voulais juste demander à Henri comment se passe sa présentation au travail la semaine prochaine. Ses yeux se sont légèrement plissés. Si légèrement qu'il y a 6 mois, je ne l'aurais pas remarqué. Mais maintenant je cherchais les fissures dans sa performance, et je les trouvais. En fait, a dit Henri, je devrais vérifier quelque chose dans mon bureau de toute façon. Maman, tu veux voir la nouvelle installation informatique que Sophie m'a offerte? En marchant dans le couloir, j'ai aperçu Sophie du coin de l'œil. Elle ne se dirigeait pas vers la cuisine. Elle se tenait parfaitement immobile, nous regardant partir, et l'expression sur son visage n'était pas l'inquiétude chaleureuse d'une épouse aimante. C'était du calcul. Dans le bureau d'Henri, la seule pièce qui lui ressemblait encore, j'ai fermé la porte et me suis retournée pour faire face à mon fils. Henri, j'ai besoin de te poser une question, et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Que sais-tu vraiment du passé de Sophie? Henri s'est assis lourdement dans son fauteuil de bureau, et j'ai vu quelque chose dans son expression qui m'a brisé le cœur. Du soulagement, comme si quelqu'un avait enfin posé la question qu'il avait eu peur de se poser lui-même. Pourquoi? A-t-il dit doucement. Qu'est-ce qui ne va pas? Réponds-moi d'abord. Que sais-tu vraiment de son passé? Il est resté silencieux un long moment, fixant ses mains. Elle a grandi à Lyon, elle a perdu ses parents dans un accident de bateau quand elle avait 25 ans, elle a travaillé dur pour payer ses études d'infirmière, elle a déménagé ici il y a 3 ans pour prendre un nouveau départ. As-tu jamais vu des photos de sa famille, de sa maison d'enfance, de sa remise de diplôme d'école d'infirmière? Elle dit que c'est trop douloureux d'en parler. L'accident a été traumatisant. Mais le doute s'insinuait dans sa voix. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le fil de message avec David. L'enquêteur de mon avocat a vérifié le passé de Sophie pour des papiers d'assurance. Henri, il n'existe aucune trace d'une Sophie Morel ayant jamais travaillé au CHU. La couleur a quitté son visage. C'est impossible. Elle reçoit des appels de l'hôpital. Elle parle de ses patients. Quand as-tu vraiment entendu ces appels? Henri a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Ses yeux se sont écarquillés avec une prise de conscience visiblement douloureuse. Elle les prend dans l'autre pièce, dit que la confidentialité des patients exige de l'intimité. L'as-tu jamais visité à son travail, rencontré ses collègues? Elle a dit que l'hôpital avait des règles strictes concernant les visiteurs personnels dans le service pédiatrique. Sa voix n'était plus qu'un murmure maintenant. Maman, tu me fais peur. Moi aussi j'ai peur, mon chéri. Mais il y a plus. Avant que je puisse continuer, nous avons entendu la minuterie de la cuisine sonner, suivie de l'appel joyeux de Sophie. Le dîner est prêt. Henri m'a regardé avec des yeux qui me rappelaient le petit garçon de 8 ans qui était venu me voir quand les brutes du quartier l'avaient fait douter de lui-même. Qu'est-ce que je fais? On va manger, ai-je dit.
Et on fait comme si de rien n'était pendant que je trouve comment te dire le reste. Mais en retournant dans le couloir, j'ai vu Sophie debout devant la cuisinière. Et quelque chose dans sa posture, trop rigide, trop alerte, m'a dit qu'elle avait entendu plus de notre conversation que nous ne l'avions réalisé. La table de la salle à manger était dressée avec la belle porcelaine, ma belle porcelaine en fait, que je leur avais offerte comme cadeau de mariage. Sophie avait préparé un magnifique repas, tout était parfait jusqu'aux serviettes en tissu et aux fleurs fraîches. C'est merveilleux, ma chérie, ai-je dit en m'asseyant. Je voulais que tout soit spécial, a répondu Sophie, mais son sourire semblait forcé maintenant. Henri a été tellement stressé par le travail dernièrement. Je me suis dit qu'un bon dîner en famille pourrait l'aider. Pendant que nous commencions à manger, j'ai observé ma belle-fille attentivement, chaque geste, chaque expression, chaque choix de mots, cherchant la femme que l'enquêteur de David avait découverte sous la performance. Et lentement, j'ai commencé à la voir. « Oh, maman Martin », a dit Sophie en coupant son poulet avec une précision chirurgicale. « Comment vous installez-vous dans votre nouvel appartement ? J'espère que vous ne regrettez pas d'avoir vendu la maison. » Il y avait quelque chose dans son ton, trop désinvolte, trop pointu, qui a aiguisé mes nerfs. En fait, je me suis posé des questions à ce sujet, ai-je dit. Cela fait presque 1 an que je l'ai vendu, et je réalise que je n'ai jamais eu une idée claire de ce qu'est devenu tout cet argent. Henri a levé les yeux de son assiette. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, vous avez dit que le mariage a coûté 47 000 € et j'ai contribué 35 000, mais je vous ai donné 50 000 au total. Qu'est-il arrivé aux 15 000 restants ? Le silence est tombé sur la table comme une couverture lourde. Henri fronçait les sourcils, faisant visiblement des calculs mentaux, tandis que la fourchette de Sophie s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Il y a eu des dépenses supplémentaires, a finalement dit Sophie. La lune de miel, des améliorations pour la maison, mes remboursements de prêts étudiants. Tes remboursements de prêts étudiants ? J'ai gardé ma voix légère, conversationnelle. Je croyais que tu avais dit que tu avais payé toi-même tes études d'infirmière. Une autre pause. J'ai dû contracter quelques prêts pour la dernière année. Mes économies se sont épuisées. Mais Henri la fixait maintenant avec une confusion croissante. Sophie, tu n'as jamais mentionné de prêts étudiants. Quand on a fait la demande de prêt immobilier, tu as dit que tu n'avais aucune dette. J'ai regardé le masque soigné glisser de son visage juste un instant, assez longtemps pour voir l'éclair de panique en dessous. Puis il était de retour en place, mais pas tout à fait aussi parfaitement qu'avant. J'avais honte de cette dette, a-t-elle dit en tendant la main vers celle d'Henri. Tu réussissais tellement bien financièrement, et je ne voulais pas que tu penses moins bien de moi. Mais où sont les relevés de prêt ? A insisté Henri. C'est moi qui gère nos finances maintenant. Je n'ai jamais vu de remboursement de prêt étudiant sortir. Sophie a retiré sa main et s'est levée brusquement. Je dois vérifier le dessert. Elle a disparu dans la cuisine, laissant Henri et moi seuls avec le poids des questions sans réponse. Maman, a murmuré Henri. Qu'est-ce que ton enquêteur a trouvé d'autre ? J'ai sorti le dossier que David m'avait donné et l'ai posé sur la table entre nous. Son vrai nom est Samantha Dessay. Elle a 34 ans, pas 38 comme elle te l'a dit. Elle a été mariée 2 fois auparavant, les 2 mariages se sont terminés quand ses maris ont découvert qu'elle vidait systématiquement leur compte bancaire. Henri fixait les documents comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Ce n'est pas possible. La femme que tu as épousée est une escroc professionnelle, Henri. Elle cible des hommes qui ont réussi, récemment célibataires. Elle les étudie, devient exactement ce dont ils ont besoin, les épouse rapidement, puis commence l'extraction financière. De la cuisine venait le bruit de l'eau qui coule et des portes de placard qui s'ouvrent et se ferment, des bruits normaux de nettoyage après le dîner. Mais je ne pouvais pas me défaire du sentiment que Sophie, ou plutôt Samantha, écoutait chaque mot. Les 15 000 € de l'argent de ma maison, ai-je continué doucement. Elle ne les a pas utilisés pour des prêts étudiants ou des améliorations de la maison. Elle les a envoyés sur un compte à Lyon, chez sa sœur. Sa sœur qui est censée être morte dans cet accident de bateau avec leurs parents. Henri secouait lentement la tête comme un homme essayant de se réveiller d'un cauchemar. Mais elle m'aime. Je sais qu'elle m'aime. Mon chéri, elle est très douée dans son métier. La cuisine était devenue étrangement silencieuse. Henri l'a remarqué aussi, sa tête se tournant vers l'entrée. Sophie, tout va bien là-dedans ? Pas de réponse. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Henri, où garde-t-elle son sac à main ? Sur le comptoir, près de la porte. Pourquoi ? Nous nous sommes levés en même temps, nous dirigeant rapidement mais silencieusement vers la cuisine. Elle était vide. La porte arrière était légèrement entr'ouverte, et une brise fraîche du soir faisait bouger les rideaux. Son sac a disparu, a dit Henri, la voix creuse. Je me suis approchée de la porte et j'ai regardé dans leur jardin. Au fond,
près de la clôture, je pouvais voir une silhouette se déplaçant rapidement dans les ombres. Elle s'enfuit, ai-je dit. Henri s'est précipité vers la fenêtre de devant. Sa voiture est toujours là. Elle en a probablement une autre garée à proximité. Henri, écoute-moi bien. Nous devons appeler David immédiatement, et ensuite nous devons appeler la police. Mais Henri fixait la table de la salle à manger, où le téléphone de Sophie gisait à côté de son assiette abandonnée. Elle a laissé son téléphone. Je l'ai pris. Il était verrouillé par un schéma complexe, mais j'ai remarqué quelque chose au dos de la coque. Un petit morceau de papier avec ce qui ressemblait à une série de points. J'ai essayé le schéma et à ma surprise, le téléphone s'est déverrouillé. Elle avait un schéma de secours caché sur la coque, ai-je dit en montrant à Henri. Malin, mais pas assez. L'historique des appels était presque vide, mais les messages textes racontaient une autre histoire. Des messages à quelqu'un nommé, Monsieur la vieille dame devient méfiante. Combien de temps dois-je encore tenir? Le comte à Lyon a besoin de plus de temps. Et puis, plus tôt dans la journée. Urgence. Elle a engagé un détective privé. Besoin d'un plan d'extraction immédiatement. Henri, ai-je dit doucement. Assieds-toi. Il lisait par-dessus mon épaule, son visage devenant plus pâle à chaque message. Elle prévoyait de partir de toute façon. Oui, mais pas avant d'avoir pris tout ce qu'elle pouvait. J'ai fait défiler jusqu'à l'application photo. Elle était presque vide, mais il y avait plusieurs captures d'écran, des photos de relevés bancaires, de documents d'assurance et de comptes d'investissement. Tous appartenaient à Henri. Elle documentait tes actifs, ai-je dit. Préparant son dernier retrait. Henri s'est effondré dans une chaise, ressemblant à un homme qui venait de réaliser qu'il avait vécu avec une étrangère. Combien de temps penses-tu qu'elle allait attendre? J'ai réfléchi à la chronologie, à la façon dont Sophie avait poussé pour des comptes joints, pour l'accès au fonds de retraite d'Henri, pour que je vende ma maison et contribue plus d'argent. Je pense qu'elle prévoyait de disparaître juste après t'avoir convaincu de faire d'elle la bénéficiaire de ton assurance vie. Elle en a parlé la semaine dernière, n'est-ce pas? Elle a dit que c'était important pour les couples mariés de mettre à jour leurs bénéficiaires. Henri a acquiescé lentement. Elle a dit qu'on devrait le faire après le dîner ce soir. Elle avait même préparé les formulaires. Nous nous sommes regardés par-dessus les décombres de ce qui avait été, une heure plus tôt, un heureux dîner de famille. Le mariage de mon fils était terminé. La femme qu'il avait aimée, en qui il avait eu confiance, avec qui il avait construit une vie, n'avait jamais existé du tout. Mais il y avait autre chose dans les yeux d'Henri maintenant, aux côtés de la douleur et du choc. Quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Tu sais ce qui est le pire, maman? A-t-il dit doucement. Je crois qu'une partie de moi savait déjà. La police est arrivée en moins de 20 minutes, mais à ce moment-là nous savions tous que Sophie, ou plutôt Samantha, était partie depuis longtemps. Le capitaine Elena Rodriguez, une femme au regard perçant à peu près de mon âge, a écouté notre histoire avec l'expression lasse de quelqu'un qui avait déjà vu cette tragédie particulière. Madame, m'a-t-elle dit après avoir examiné le téléphone abandonné de Sophie, vous avez probablement sauvé votre fils de la perte de tout ce qu'il possède. Ces fraudeuses au mariage accélèrent généralement rapidement une fois qu'elles ont un accès légal aux actifs. Henri était assis à son îlot de cuisine, fixant les formulaires d'assurance que Sophie avait préparés pour qu'il les signe. Elle insistait tellement pour qu'on fasse ça ce soir. Il a murmuré qu'elle avait dit que c'était romantique de se désigner mutuellement comme bénéficiaires. Romantique? Ai-je répété sèchement. Rien ne dit je t'aime comme une police d'assurance vie d'1 million d'euros. Le capitaine Rodriguez a presque souri à cela. Madame Martin, je vais avoir besoin que vous travailliez avec notre unité de crimes financiers. L'enquête de votre avocat nous donne une longueur d'avance significative, mais nous devons tracer tous les mouvements d'argent et identifier d'autres victimes potentielles. D'autres victimes. L'expression m'a frappé comme de l'eau froide. Combien d'autres pensez-vous qu'il y en a? A demandé Henri. D'après le schéma que l'enquêteur de votre mère a découvert, possiblement des dizaines. Samantha de C mène cette arnaque depuis au moins 8 ans, à travers 5 régions différentes. Je me suis sentie malade en pensant aux autres mères qui avaient donné les économies de leur vie pour aider au bonheur de leur fils, pour les voir disparaître dans les poches d'un prédateur professionnel. D'autres hommes comme Henri, qui avaient été manipulés pour croire qu'ils avaient trouvé le vrai amour. Capitaine, ai-je dit, quelles sont les chances de récupérer l'argent? Honnêtement, minces. Ces opérations sont conçues pour déplacer l'argent rapidement à travers de multiples comptes et juridictions. Mais nous pourrons peut-être l'empêcher de faire d'autres victimes. Après le départ de la police, Henri et moi sommes restés assis dans son salon, entourés des vestiges de la tromperie de Samantha. Sa tasse de café était toujours sur la table basse, tachée de rouge à lèvres, parfaitement conservée.
Son pull était drapé sur le dossier du canapé, comme si elle venait juste de sortir un moment. Je dois te poser une question, maman, a dit Henri doucement. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Je me suis préparée. Est-ce que tu l'as jamais vraiment aimé? Ou est-ce que quelque chose t'a toujours semblé bizarre? J'ai réfléchi soigneusement avant de répondre. La vérité était compliquée. Je voulais tellement l'aimer que j'ai ignoré mes instincts, ai-je finalement dit. Il y avait de petites choses qui me dérangeaient, mais je me suis dit que j'étais une belle-mère surprotectrice. La façon dont elle n'avait jamais d'histoire d'enfance avec des détails précis. Comment elle déviait toujours quand je lui posais des questions sur ses amis d'école d'infirmière. Le fait que pendant tous les mois où je l'ai connue, personne de son passé n'a jamais appelé ou rendu visite. Henri a acquiescé lentement. Elle disait qu'elle préférait vivre dans le présent plutôt que de ressasser le passé. Je pensais que c'était sain, progressiste. C'était prudent, ai-je corrigé. Et nous avons tous les deux confondu la prudence avec quelque chose d'admirable. Mon téléphone a sonné. Le nom de David est apparu sur l'écran. L'enquêteur a trouvé autre chose, a dit David sans préambule. Pouvez-vous venir à mon cabinet avec Henri demain matin à la 1 heure? Quel genre? D'autres choses? Le genre qui va vous mettre très en colère. Le lendemain matin, le bureau de David avait une atmosphère différente. Au lieu du calme habituel des consultations juridiques, il y avait une énergie qui rappelait une salle de guerre. Des papiers couvraient chaque surface, et un homme que je ne reconnaissais pas était assis à la table de conférence avec un ordinateur portable et plusieurs dossiers en papier craft. Hélène, Henri, voici le commandant Jacques Berger de la Brigade des crimes financiers interrégionales, nous a présenté David. Le commandant Berger s'est levé pour nous serrer la main. Il était plus jeune que je ne m'y attendais, peut-être 45 ans, avec le genre d'intensité concentrée qui commandait l'attention. Madame Martin, a-t-il dit, sa voix portant à la fois autorité et respect. Votre décision d'enquêter sur Sophie Morel a peut-être fait exploser la plus grande opération de fraude au mariage que nous ayons vue cette dernière décennie. Il a ouvert l'un des dossiers et étalé des photographies, des permis de conduire, des photos de mariage et des images de surveillance. Toutes présentaient la même femme, mais avec différentes couleurs de cheveux, différents noms, différents hommes à ses côtés. Samantha Desai, alias Sophie Morel, alias Sarah Dubois, alias Sandra Perrin. Le commandant Berger a continué. 4 identités différentes que nous connaissons, possiblement plus. 23 victimes confirmées à travers la Provence, le Rhône, l'Isère, les Alpes-Maritimes, et maintenant les Bouches-du-Rhône. Henri fixait une photo de mariage montrant Sophie, ou Samantha, ou qui qu'elle soit vraiment, dans une robe blanche, souriant radieusement à côté d'un homme qui n'était pas lui. La douleur dans ses yeux me faisait mal au cœur. Depuis combien de temps fait-elle ça? A-t-il demandé, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Notre cas confirmé le plus ancien remonte à 10 ans, mais nous soupçonnons qu'elle perfectionne cette opération depuis bien plus longtemps. J'ai étudié les visages sur les photographies, pas Samantha, mais ses victimes. Ils avaient tous quelque chose en commun. Des hommes d'affaires d'âge moyen. La plupart récemment divorcés ou veufs. Tous avec ce regard légèrement désespéré des gens qui avaient abandonné l'idée de trouver l'amour jusqu'à ce qu'un miracle apparaisse. Quel est son butin total? Ai-je demandé. Le commandant Berger a consulté ses notes. Estimation prudente, 3 400 000 €. Le chiffre est resté suspendu dans l'air comme une présence physique. Henri a émis un son quelque part entre un halètement et un gémissement. Mais voici ce qui est intéressant, a continué le commandant. Dans tous les cas précédents, elle disparaissait dans les 6 à 8 mois suivant le mariage. Avec votre fils, elle est restée presque 1 an. Ça suggère quelque chose de différent dans cette opération. Different comment? Ai-je demandé, même si je commençais à soupçonner la réponse. Elle construisait quelque chose de plus grand. Les autres victimes ont perdu leurs économies, leurs maisons, parfois leurs comptes de retraite, mais aucune d'entre elles n'avait une mère fortunée qui pouvait être manipulée pour contribuer des fonds supplémentaires. La pièce est devenue très silencieuse. Je sentais les yeux d'Henri sur moi, mais je continuais à fixer les photographies étalées sur la table. Vous dites que j'étais la cible à long terme, ai-je finalement dit. Henri n'était que le point d'entrée. C'est notre théorie de travail. Tout dans la chronologie le confirme. Elle a rencontré Henri juste après que sa promotion a été annoncée dans le journal économique régional. Elle a fait des recherches sur sa famille, a pris l'indemnité d'assurance vie de votre mari, la valeur de votre propriété, votre relation étroite avec votre fils. J'ai pensé à toutes ces conversations où Sophie avait doucement sondé mes finances, mes plans pour la retraite, mes réflexions sur le fait de laisser un héritage à Henri plutôt que de profiter de mon argent de mon vivant. Je pensais qu'elle était attentionnée. Au lieu de cela, elle calculait. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
a demandé Henri. Le commandant Berger s'est penché en avant. Maintenant, nous tendons un piège. Absolument pas, a dit Henri immédiatement. Je ne laisserai pas ma mère servir d'appât pour cette femme. Ce n'est pas ton choix, ai-je dit calmement, me surprenant moi-même par la stabilité de ma voix. C'est le mien. L'atmosphère est passée de la collecte d'informations à la planification stratégique. Le commandant Berger a exposé sa proposition, m'utiliser pour attirer Samantha à reprendre contact, en espérant la prendre en flagrant délit de tentative d'accès à plus d'argent. Madame Martin, je comprends les inquiétudes de votre fils, a dit le commandant. Ce n'est pas sans risque, mais le schéma comportemental de Samantha suggère qu'elle ne pourra pas résister à revenir pour ce qu'elle considère comme une affaire inachevée. Qu'est-ce qui vous rend si sûr qu'elle va contacter ma mère? A demandé Henri. David a sorti un autre dossier. Parce que selon l'analyse financière de l'enquêteur, elle n'a jamais eu accès au gros lot. Hélène, montrez-lui vos relevés bancaires. J'avais apporté mes documents financiers comme demandé, bien que je ne sois pas sûr de leur importance maintenant. Henri a regardé les chiffres et a froncé les sourcils. Maman, ça montre que tu as encore plus de 300 000 € en épargne et investissement. Je pensais que l'argent de la vente de la maison était l'essentiel de ce que tu avais. Je t'ai laissé croire ça parce que je ne voulais pas que tu te sentes coupable d'accepter mon aide, ai-je dit. Mais l'assurance vie de ton père et notre épargne retraite étaient substantielles. L'argent de la maison était un supplément. Le commandant Berger a acquiescé. Samantha a passé des mois à mettre en place le scénario parfait pour accéder à ces fonds. Elle ne va pas s'en aller sans essayer de nouveau pour 300 000 €. Mais elle sait qu'on a découvert sa tromperie, a protesté Henri. Vraiment? Ai-je demandé, réfléchissant à la situation. Elle s'est enfuie quand elle nous a entendu parler, mais elle ne sait pas combien nous avons appris ni quelles preuves nous avons trouvées. Pour ce qu'elle en sait, nous n'avions que des soupçons. Le commandant Berger a souri. Exactement. Et c'est là que vous intervenez, Madame Martin. Nous allons lui faire croire qu'elle a encore une chance. Le plan était d'une simplicité élégante. Je contacterai Samantha par l'intermédiaire d'un contact mutuel, une infirmière de l'hôpital où elle prétendait travailler, mais qui faisait en fait partie d'un réseau que Samantha utilisait pour les références et les fausses vérifications d'emploi. J'exprimerai de la confusion et de la peine concernant sa disparition soudaine, mais pas d'accusation. Vous allez jouer la belle-mère inquiète qui pense que peut-être Henri a dit quelque chose pour la contrarier, a expliqué le commandant Berger. Vous voulez aider à réparer leur mariage. Vous êtes inquiète pour le bonheur de votre fils. Et si elle mord à l'hameçon, elle reviendra avec une histoire, quelque chose qui explique sa disparition et fait d'Henri le méchant. Elle prétendra probablement qu'il était violent ou contrôlant, qu'elle avait peur pour sa sécurité, mais qu'elle l'aime toujours et veut arranger les choses. J'ai pensé à la femme qui s'était assise à la table de mon fils, qui m'avait enlacée avec une telle chaleur apparente, qui m'avait appelé Maman Martin les larmes aux yeux quand Henri l'avait demandé en mariage. Quelle part de cette performance ressusciterait-elle pour mettre la main sur mon argent? Il y a autre chose, ai-je dit doucement. Quelque chose que je ne vous ai pas dit. Les trois hommes m'ont regardé avec attention. La semaine dernière, Sophie m'a interrogé sur ma planification successorale. Elle a dit qu'elle s'inquiétait de la sécurité financière d'Henri s'il m'arrivait quelque chose. Elle voulait savoir si j'avais envisagé de faire des provisions pour son épouse dans mon testament. Les yeux du commandant Berger se sont illuminés. Elle préparait le coup final. Je pense qu'elle prévoyait d'organiser un accident, ai-je dit, les mots semblant étranges dans ma bouche. Pas immédiatement, mais éventuellement. Après avoir sécurisé l'accès aux actifs d'Henri et arrangé l'héritage des miens. La pièce est redevenue très silencieuse. Henri avait pâli. Maman, tu ne peux pas faire ça. C'est trop dangereux. J'ai regardé mon fils intelligent et qui a réussi, qui avait été complètement dupé par une femme qui ne le voyait que comme un marchepied vers le compte en banque de sa mère. Mon chéri, ai-je dit, je gère des situations dangereuses depuis plus longtemps que tu n'aies envie. Et en ce moment, je suis la seule chance que nous ayons d'empêcher cette femme de faire la même chose à une autre famille. Notre stratégie a pris forme au cours des jours suivants. Nous avons rédigé un message que j'ai envoyé par l'intermédiaire de Priya Sharma, une infirmière dont nous savions maintenant qu'elle était la complice de Samantha à l'hôpital. Le message était simple. J'étais inquiète pour Sophie. Elle me manquait, et je voulais comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. La réponse est arrivée en moins de 24 heures. Sophie, utilisant son vrai téléphone cette fois, a envoyé un message disant qu'elle était en sécurité mais effrayée. Henri était devenu jaloux et contrôlant. Elle l'aimait toujours mais avait besoin d'espace. Pouvions-nous nous retrouver pour parler? J'ai accepté, suggérant un lieu public, un café dans le centre d'Aix-en-Provence. Le commandant Berger et son équipe seraient là, déguisés en clients et en personnel, enregistrant tout. Rappelez-vous,
m'a coaché Berger le matin de la rencontre. Elle s'attend à ce que vous soyez vulnérable et confuse. Elle va essayer de manipuler vos instincts maternels, vous faire sentir que vous aidez votre fils en l'aidant, elle. Je comprends, ai-je dit. Je serai convenablement inquiète et crédule. Henri avait l'air inquiet. Maman, tu es sûre de ça? Absolument, ai-je dit en lui serrant la main. Il est temps que quelqu'un retourne la situation contre elle. Le café était animé quand je suis arrivée. Exactement comme prévu, j'ai pris une table près de la fenêtre où les caméras de surveillance auraient une vue dégagée. À exactement 14 heures, elle est entrée. Elle avait l'air différente. Cheveux plus foncés, moins de maquillage, des vêtements qui suggéraient la lutte plutôt que le succès, mais les yeux calculateurs étaient les mêmes. « Maman Martin », a-t-elle dit en s'approchant de ma table, les larmes se formant déjà. « Merci infiniment d'avoir accepté de me voir. » Je me suis levée et l'ai enlacée comme une belle-mère aimante le ferait, tout en m'émerveillant intérieurement de son audace. « Bien sûr, ma chérie. Je me suis tellement inquiétée pour toi. » Elle s'est assise en face de moi, et je me suis retrouvée à étudier son visage avec de nouveaux yeux. Maintenant que je savais quoi chercher, je pouvais voir la performance dans chaque expression, le léger délai avant chaque réponse émotionnelle, pendant qu'elle décidait quelle réaction la servirait le mieux. « Je ne sais pas par où commencer », a-t-elle dit en tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Tout s'est passé si vite. Henri a simplement, il a changé. Il est devenu soupçonneux de tout ce que je faisais. Chaque appel téléphonique, chaque ami. Il a commencé à m'accuser de choses, disant que je mentais sur mon passé. Quel genre de choses? Ai-je demandé gentiment. Il a dit que je n'avais jamais travaillé à l'hôpital, ce qui est ridicule. Il les a appelés en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, posant des questions sur moi. Mais bien sûr, il ne pouvait pas donner d'informations sur les employés à des appelants inconnus. Quand ils n'ont pas confirmé mon emploi, il a décidé que ça voulait dire que j'avais menti. J'ai acquiescé avec sympathie. Ça ressemble à un malentendu. Et puis il a trouvé de vieilles photos sur mon téléphone d'avant notre rencontre, des photos avec le mari d'une amie lors d'un dîner de groupe, et il s'est convaincu que j'avais été mariée avant. Il ne voulait pas écouter quand j'ai essayé d'expliquer. Les mensonges coulaient si naturellement, chacun conçu pour faire passer Henri pour paranoïaque et déraisonnable tout en la positionnant comme la victime de ses soupçons infondés. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais pu la croire. Sophie, ai-je dit prudemment. Henri m'a montré des documents, des relevés bancaires, des choses. Il semblait penser qu'il y avait des irrégularités financières. Pendant juste un instant, son calme a vacillé. J'ai vu un éclair de calcul froid avant que les larmes ne reviennent. C'est le pire, a-t-elle dit. Il est convaincu que j'ai pris de l'argent de la vente de votre maison. Maman Martin, je ne ferai jamais ça. J'aime cette famille. Vous avez été comme une vraie mère pour moi. Elle a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne, et j'ai dû résister à l'envie de la retirer. Je sais, ma chérie, ai-je dit. Mais Henri semble très sûr de ce qu'il a trouvé. Peut-être que si tu pouvais juste expliquer les virements bancaires. Lui montrer où est allé l'argent. Quel virement bancaire? A-t-elle demandé. Mais sa prise sur ma main s'était resserrée. Les 15 000 € qui sont allés à Lyon, ai-je dit doucement. Il pense que tu les as envoyés à quelqu'un là-bas. Samantha est devenue très immobile. Quand elle m'a regardée à nouveau, toute prétention avait disparu de ses yeux. Que savez-vous vraiment? A-t-elle demandé, sa voix complètement différente maintenant, plus dure, plus froide, sans aucune trace de la douce belle-fille que je pensais avoir aimée. Je lui ai souri, et pour la première fois dans toute cette épreuve, je me suis sentie véritablement puissante. Tout, Samantha, ai-je dit. Nous savons tout. La transformation était remarquable à observer. En l'espace de quelques secondes, Samantha de C s'est débarrassée de toute trace de la jeune épouse vulnérable au cœur brisé, et s'est révélée comme le prédateur qu'elle avait toujours été. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire, a-t-elle dit, sa voix basse et dangereuse. Cet argent est parti, et il n'y a rien que vous puissiez faire pour le récupérer. En fait, ai-je dit, il y a pas mal de choses que nous pouvons faire. J'ai fait un léger geste, et le commandant Berger s'est matérialisé à notre table, comme s'il avait été invisible jusqu'à cet instant. 2 autres officiers sont apparus aux sorties. Samantha de C, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, usurpation d'identité et conspiration pour commettre un abus financier sur personne âgée. Elle n'a pas résisté quand ils lui ont passé les menottes, mais le regard qu'elle m'a lancé était du venin pur. Ce n'est pas fini. Vous ne pouvez pas prouver la moitié de ce que vous pensez savoir. Nous n'avons pas besoin de prouver la moitié, a dit le commandant Berger plaisamment. Nous avons juste besoin de prouver assez. Alors qu'il emmenait, j'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaction parce que la justice était enfin rendue, pas seulement pour Henri et moi,
mais pour toutes les autres familles qu'elle avait détruites. Tristesse parce que j'avais sincèrement aimé la personne que je pensais qu'elle était, même si cette personne n'avait jamais existé. Henri est apparu à mes côtés quand la voiture de police s'est éloignée. « Tu vas bien, maman ?»« Ça va », ai-je dit, et j'ai réalisé que c'était vrai. Mieux que bien, en fait. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on reconstruit, ai-je dit. Et on le fait honnêtement cette fois. 2 jours après l'arrestation, le commandant Berger nous a convoqués pour un briefing. Les preuves qu'ils avaient récupérées dans l'appartement de Samantha étaient accablantes. Des dossiers détaillés sur toutes ses victimes, y compris Henri et moi. Elle avait tout un dossier sur vous, Madame Martin, a dit Berger en me montrant un dossier avec ma photo agrafée sur le devant. À l'intérieur se trouvaient des notes sur ma situation financière, mes routines quotidiennes, même mes antécédents médicaux. Comment a-t-elle obtenu tout ça? Ai-je demandé, troublé par cette invasion de la vie privée. Une partie du bureau d'Henri à la maison, une partie des registres publics, et une partie, il a hésité, de vos poubelles. Mes poubelles? Ça s'appelle fouiller les poubelles. C'est une tactique courante chez les voleurs d'identité et les fraudeurs. Ils passent au crible votre courrier jeté, vos factures, vos dossiers médicaux, tout ce qui peut leur donner un aperçu de votre vie et de vos finances. Je me suis sentie violée d'une manière que je n'avais pas anticipée. L'idée que quelqu'un avait fouillé mes ordures, reconstituant les détails de ma vie, me donnait la chair de poule. Il y a autre chose, a continué Berger, son expression devenant plus grave. Nous avons trouvé des preuves que Samantha ne travaillait pas seule. Il a sorti une autre photographie. Une femme qui ressemblait remarquablement à Samantha, mais avec de subtiles différences. Même structure osseuse, mêmes yeux sombres, mais des traits plus aigus, une expression plus sévère. Voici Andrea de C., la sœur jumelle de Samantha. Sœur jumelle? Henri avait l'air stupéfait. Mais elle m'a dit qu'elle était fille unique. C'est parce qu'Andrea joue le rôle de la sœur décédée dans ses arnaques, a expliqué Berger. Quand Samantha a besoin de déplacer de l'argent, elle l'envoie à sa sœur supposément décédée à Lyon, qui le blanchit ensuite à travers leur réseau. J'ai fixé la photo, voyant la ressemblance familiale, mais aussi la même intelligence calculatrice dans les yeux d'Andrea. Donc, la sœur qui est censée être morte avec ses parents dans l'accident de bateau est bien vivante, ai-je dit. Et activement impliquée dans la fraude, a confirmé Berger. De plus, nous croyons qu'Andrea est en fait le cerveau de l'opération. Elle planifie les opérations, identifie les cibles et gère le côté financier pendant que Samantha exécute les relations. Et les parents? A demandé Henri. Bien vivants et vivant confortablement à Nice. Ils semblent ne pas être impliqués, mais nous enquêtons. J'ai pensé à la fiction élaborée que Samantha avait créée, l'orpheline tragique qui avait surmonté l'adversité par le travail acharné et la détermination. L'histoire parfaite pour désarmer les soupçons et inspirer la sympathie. Il y a autre chose, a dit Berger, sa voix baissant. Nous avons trouvé des preuves que Samantha faisait des recherches sur les poisons, spécifiquement des substances qui imitent des causes naturelles de décès chez les adultes âgés. La pièce est devenue silencieuse. La main d'Henri a trouvé la mienne sous la table et l'a serrée. Vous pensez qu'elle prévoyait de... Il n'a pas pu finir la phrase. Nous croyons qu'elle envisageait toutes les options pour accéder aux actifs de Madame Martin, a dit Berger prudemment. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle je vous ai convoqué aujourd'hui. Il a sorti un autre dossier. Andrea est toujours en liberté, et d'après les communications que nous avons récupérées des appareils de Samantha, elle est furieuse de l'arrestation de sa sœur. Assez furieuse pour chercher à se venger? Ai-je demandé. Possiblement, mais plus probablement, elle va essayer de sauver l'opération. Vous êtes toujours une cible viable, Madame Martin. 300 000 € est un prix significatif. Henri s'est penché en avant. Alors, quel est le plan? Protection policière pour ma mère? En fait, a dit Berger, nous aimerions utiliser cette situation à notre avantage. Avec votre permission, Madame Martin, nous aimerions tendre un piège à Andrea. M'utiliser encore comme appât, ai-je dit. Si vous êtes d'accord. Nous croyons qu'Andrea tentera de prendre contact, peut-être en se faisant passer pour quelqu'un d'autre. Si nous pouvons la prendre sur le fait, nous pouvons démanteler toute leur opération. Henri a commencé à protester, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Qu'est-ce que je devrais faire? Continuez votre vie normale, mais avec notre équipe qui vous surveille. Faites savoir que vous prévoyez de liquider certains investissements. Peut-être que vous achetez une nouvelle maison ou faites un achat important, quelque chose qui inciterait Andrea à agir. J'ai considéré la proposition. L'idée d'être ciblée à nouveau était troublante. Mais la possibilité d'empêcher ces femmes de blesser d'autres familles était convaincante. Je le ferai, ai-je dit. Mais à une condition. Laquelle?
a répondu Berger. Je veux être impliquée dans la planification. Je ne suis pas juste une participante passive cette fois. Si je dois être l'appât, je veux aider à concevoir le piège. Burger Asuri. Madame Martin, j'espérais que vous diriez ça. Au cours de la semaine suivante, nous avons développé notre stratégie. Je commencerai à visiter des banques et des sociétés d'investissement, faisant des demandes de renseignements sur la liquidation de mes comptes. Je mentionnerai à l'infirmière de mon médecin, dont nous savions maintenant qu'elle faisait partie du réseau de C, que je prévoyais d'acheter un appartement dans une résidence pour retraiter sur la Côte d'Azur. L'histoire serait qu'Henri et moi nous étions disputés à propos de la disparition de Sophie, et que je déménageais pour prendre un nouveau départ. La clé, a expliqué Berger lors de notre dernière session de planification, est de faire croire à Andrea que vous êtes vulnérable et isolé. C'est à ce moment-là qu'elle agira. Et vous pensez qu'elle m'approchera directement? Ai-je demandé. Non, a dit Berger. Elle est trop prudente pour ça. Elle enverra d'abord quelqu'un d'autre, ou créera une nouvelle identité. Mais finalement, elle devra se rapprocher de vous elle-même. Et quand elle le fera, ai-je dit, nous serons prêts. En quittant le commissariat ce jour-là, j'ai ressenti un étrange sentiment de but. Pendant des années après la mort de Raymond, je m'étais sentie de plus en plus invisible. La veuve, la retraitée, la mère vieillissante dont la seule valeur semblait être de soutenir la vie de son fils. Maintenant, ironiquement, j'étais visible à nouveau. Pas seulement pour mon fils, qui me voyait avec de nouveaux yeux, mais pour moi-même. Je pouvais être une femme de 68 ans qui avait été trompée par une arnaqueuse, mais j'étais aussi quelqu'un qui pouvait aider à traduire cette arnaqueuse en justice. 3 jours après le début de notre opération, j'ai eu ma première rencontre avec un membre du réseau d'Andrea. J'étais au supermarché quand une femme m'a approché au rayon fruits et légumes. « Excusez-moi » a-t-elle dit avec un sourire amical. « Vous n'êtes pas Hélène Martin ?» La mère d'Henri. Elle était au début de la quarantaine, élégamment habillée avec des cheveux blonds courts et un visage ouvert et digne de confiance. « Oui » ai-je dit prudemment. « Est-ce qu'on se connaît ? Je suis Rachel Dubois. Je travaillais avec Sophie à l'hôpital. » Elle a tendu la main. « Je vous ai reconnu d'après la photo que Sophie nous a montrée. Elle parlait toujours tellement bien de vous. » Mon cœur s'est emballé, mais j'ai gardé une expression neutre. Selon nos renseignements, personne du nom de Rachel Dubois ne travaillait au CHU. « C'est gentil de dire ça » ai-je répondu en lui serrant la main. « C'est une période difficile. » « J'ai entendu » a-t-elle dit en baissant la voix avec sympathie. « Personne à l'hôpital ne peut croire ce qui s'est passé. » Sophie était si dévouée à Henri. J'ai acquiescé, jouant le jeu. C'est difficile de donner un sens à tout ça. « Écoutez » a dit Rachel, « je ne veux pas m'imposer, mais quelques-unes d'entre nous de l'hôpital dînons ensemble vendredi soir. Voudriez-vous vous joindre à nous? Je sais que Sophie aurait voulu qu'on prenne soin de vous. » Et voilà. Le premier coup. C'est très attentionné, ai-je dit. J'aimerais bien ça. Nous avons échangé nos numéros et Rachel a promis de m'envoyer les détails par message. Dès qu'elle a été hors de vue, j'ai appelé le commandant Berger. Ça a commencé, ai-je dit. Et vous aviez raison. Ils utilisent la connexion de l'hôpital. Excellent, a répondu Berger. Nous allons vérifier les antécédents de Rachel Dubois, bien que je sois certain que c'est une fausse identité. Gardez le rendez-vous du dîner. Nous aurons des agents en place. Vendredi soir m'a trouvé à la Maison Dorée, un restaurant haut de gamme à la sortie d'Aix-en-Provence. Rachel m'avait envoyé un message disant qu'elle avait réservé une salle à manger privée pour notre groupe. Je portais un micro, avec le commandant Berger et son équipe qui surveillaient depuis une camionnette sur le parking et 2 agents en civil assis dans la salle principale. Je suis arrivé exactement à l'heure pour trouver Rachel qui m'attendait seule. Les autres sont en retard, a-t-elle expliqué. Urgence à l'hôpital, vous savez comment c'est. Mais elles seront bientôt là. J'ai pris place, notant qu'elle m'avait positionné dos à la porte, une tactique classique pour m'empêcher de voir qui pourrait entrer. Alors, Rachel a commencé en me servant un verre de vin. Sophie m'a dit que vous pensiez à déménager sur la Côte d'Azur. J'y réfléchis, ai-je dit. Il n'y a plus grand-chose qui me retient ici maintenant. Et Henri? J'ai soupiré dramatiquement. Henri et moi ne nous parlons plus beaucoup ces temps-ci. Il me reproche le départ de Sophie. Rachel s'est penchée en avant, les yeux écarquillés. C'est terrible. Pourquoi vous blâmerait-il? Il pense que j'ai dit quelque chose qui l'a mise mal à l'aise d'une façon ou d'une autre. La vérité, c'est que je n'ai aucune idée de pourquoi elle est partie. C'est si étrange, a dit Rachel en secouant la tête. Sophie n'a jamais mentionné de problème avec vous. Bien au contraire.
La conversation a continué sur ce ton pendant encore 15 minutes, avec Rachel extrayant habilement des informations sur ma relation avec Henri, ma situation financière et mes projets d'avenir. Je lui ai fourni l'histoire que nous avions construite, me faisant paraître seule, fortunée et brouillée avec mon fils, la cible parfaite. Et juste au moment où Rachel me posait des questions sur mon calendrier pour la vente de mes investissements, la porte de la salle à manger privée s'est ouverte. Je ne me suis pas retournée immédiatement, jouant mon rôle de victime sans méfiance. Rachel, désolée d'être en retard, a dit une voix féminine derrière moi. Pas de problème, a répondu Rachel en se levant. Hélène, j'aimerais vous présenter notre directrice d'hôpital, Mélissa Grantier. Je me suis retournée et me suis retrouvée face à face avec Andrea Decé. Elle ressemblait tellement à Samantha que pendant un moment j'ai été désorientée. Mêmes yeux sombres, même très élégants, mais son énergie était différente. Là où Samantha projetait chaleur et vulnérabilité, Andrea irradiait une compétence froide. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame Martin », a-t-elle dit en me tendant la main. Sophie parlait de vous souvent. J'ai serré sa main, sentant la poigne ferme et confiante. « Appelez-moi Hélène, s'il vous plaît. Toute amie de Sophie est une amie à moi. » Pendant qu'Andrea prenait place à côté de Rachel, j'ai remarqué le regard subtil qu'elles ont échangé, une confirmation silencieuse que la cible était en place. « Alors » a dit Andrea. « Rachel me dit que vous pensez faire un grand changement. La Côte d'Azur, ai-je confirmé. Je regarde une résidence pour retraités qui s'appelle les Oliviers. Bleu. Quartier cher, a commenté Andrea avec désinvolture. Oui, mais j'ai eu de la chance avec mes investissements, ai-je répondu. Et à mon âge, pourquoi est-ce que j'économise? Autant en profiter tant que je peux. Andrea Asuri. C'est une attitude saine. Trop de gens accumulent leurs richesses jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour en profiter. Le reste du dîner s'est déroulé selon le plan. Les collègues fictifs de l'hôpital ne sont jamais arrivés, nous laissant juste toutes les trois dans une conversation intime. Andrea était brillante, posant des questions réfléchies, offrant de la sympathie concernant ma relation tendue avec Henri, et s'établissant graduellement comme quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Au dessert, elle avait manœuvré la conversation exactement où elle le voulait. « Vous savez, » a dit Andrea, « j'ai un frère qui est conseiller financier spécialisé dans les transitions de retraite. Il aide des gens comme vous à maximiser leurs investissements tout en minimisant les impôts pendant les changements majeurs de vie. Je serais ravie de vous le présenter. C'est très aimable, ai-je dit. Je pourrais certainement avoir besoin de conseils. Mon conseiller actuel est un ami d'Henri, et les choses sont un peu gênantes maintenant. Je comprends parfaitement, a dit Andrea en me tapotant la main. Les complications familiales peuvent rendre ces transitions si difficiles. Et si je demandais à mon frère de vous appeler la semaine prochaine? Pas de pression, juste une consultation. J'apprécierais ça, ai-je répondu. Alors que nous quittions le restaurant, Andrea m'a tendu sa carte de visite. Directrice d'établissement hospitalier, était imprimée sous son faux nom. S'il vous plaît, n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit, a-t-elle dit. Ou si vous voulez simplement parler. Je sais à quel point ces changements de vie peuvent être isolants. Merci, Mélissa, ai-je dit en utilisant son alias. Ça compte beaucoup de savoir que Sophie avait des collègues si attentionnés. Je les ai regardés partir avant de marcher vers ma propre voiture où le commandant Berger m'attendait. Vous avez été magnifique, a-t-il dit. Nous avons tout enregistré. Elle est douée, ai-je admis. Très douée. Si je ne savais pas qui elle était, je lui ferais totalement confiance. C'est pourquoi elles ont tant de succès, a répondu Berger. Ce sont des expertes dans la création d'un rapport et d'une confiance instantanée. Quelle est votre évaluation? Va-t-elle reprendre contact? Certainement. D'abord par le frère fictif, puis directement. Elle veut mon argent, commandant, et elle pense que je suis une proie facile. Alors nous continuons comme prévu. Nous allons organiser le faux rendez-vous avec le conseiller financier et voir jusqu'où elle est prête à aller. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé aux jumelles, Samantha et Andrea, et au monde élaboré de tromperie qu'elles avaient créé. Elles étaient intelligentes, charmantes et totalement impitoyables. Dans une autre vie, avec d'autres choix, elles auraient pu réussir dans n'importe quoi. Au lieu de cela, elles avaient construit une entreprise criminelle sur l'exploitation de la solitude et de la confiance humaine, et j'allais aider à la faire tomber. Le rendez-vous avec le frère de Mélissa Grantier était prévu pour le mardi suivant. Le commandant Berger et son équipe ont passé le week-end à mettre en place une opération d'infiltration élaborée. Ils ont créé un faux bureau de conseiller financier dans un complexe d'affaires du centre-ville, avec une signalétique convaincante, des brochures d'aspect professionnel et des officiers en civil jouant le rôle du personnel. Nous avons identifié l'homme que vous allez rencontrer,
m'a dit Berger lors de notre dernier briefing. Son vrai nom est Marc Duval. Il fait partie du réseau de C depuis au moins 5 ans, se faisant passer pour différents professionnels. Avocat, comptable, agent d'assurance, selon ce que la situation exige. Et son rôle dans ce scénario ? Ai-je demandé. Il va s'établir comme un conseiller financier légitime. Gagner votre confiance, puis suggérer des changements de planification successorale qui bénéficieront finalement à Andrea. Nous nous attendons à ce qu'il recommande cette dernière, sous son alias de Mélissa Grantier, comme potentiel fiduciaire ou exécuteur testamentaire. Ce qui lui permettrait d'accéder plus facilement à mes actifs, ai-je dit. Exactement. Il essaiera aussi probablement de vous faire signer des documents autorisant des transferts ou des modifications à vos comptes. Ne vous inquiétez pas. Rien de ce que vous signerez dans ce bureau ne sera juridiquement contraignant. Nous nous en sommes assurés. Henri, qui avait été silencieux pendant la plupart de la réunion, a finalement pris la parole. Ça devient trop dangereux. Maman, ces gens prévoyaient de t'empoisonner. Et s'ils tentaient quelque chose de similaire pendant le rendez-vous ? C'est pour ça que nous aurons une surveillance permanente, l'a assuré Berger. Madame Martin ne sera jamais vraiment seule avec aucun d'entre eux. En plus, ai-je ajouté, je ferai attention à ce que je mange et bois. Et ton père disait toujours que j'avais la constitution d'un roc. Henri n'a pas souri. Papa aurait détesté ça, tu sais. Que tu te mettes en danger comme ça. Ton père aurait voulu que justice soit faite, ai-je dit doucement. Comme moi. Le faux bureau de Jacques Grantier, conseiller financier, était impressionnant de réalisme. Situé dans un complexe d'affaires haut de gamme avec vue sur la montagne Sainte-Victoire, il présentait un mobilier de bon goût, des diplômes au mur et une réceptionniste qui m'a accueilli chaleureusement quand je suis arrivée. Madame Martin, bienvenue. Monsieur Grantier vous attend. Puis-je vous offrir un café ou un thé pendant que vous patientez ? Juste de l'eau, merci, ai-je répondu, me souvenant de l'avertissement du commandant Berger concernant l'acceptation de nourriture ou de boissons qui n'auraient pas été préparées par l'équipe. Marc Duval, alias Jacques Grantier, est sorti de son bureau quelques instants plus tard. Il était grand et distingué avec des cheveux argentés et l'assurance de quelqu'un habitué à gérer des fortunes. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais été complètement convaincu par son air professionnel. Madame Martin, m'a-t-il accueilli chaleureusement. Je vous en prie, entrez. Mélissa m'a beaucoup parlé de vous. Pendant l'heure suivante, Marc a mené ce qui ressemblait à une consultation financière légitime. Il a posé des questions détaillées sur mes investissements, mes comptes de retraite et mes projets d'avenir. Il a offert des conseils raisonnables sur les implications fiscales et suggéré plusieurs stratégies potentiellement avantageuses pour gérer mes actifs pendant ma relocalisation. Si je n'avais pas su la vérité, j'aurais été complètement convaincu de son expertise et de sa légitimité. Maintenant, a-t-il dit après avoir couvert les bases, il y a quelque chose de spécifique dont j'aimerais discuter avec vous. Étant donné votre situation, votre déménagement vers une nouvelle région, quelques tensions familiales, avez-vous envisagé de mettre à jour vos documents de planification successorale ? Non, ai-je demandé comme si cette pensée ne m'était pas venue. Oui, c'est quelque chose que beaucoup de gens négligent pendant les transitions majeures de leur vie. Mais c'est crucial. S'il vous arrivait quelque chose, vous voudriez vous assurer que vos volontés soient respectées sans complication. Je suppose que vous avez raison, ai-je dit. Seriez-vous ouverte à une rencontre avec notre spécialiste en planification successorale ? Elle pourrait examiner vos documents actuels et suggérer des mises à jour appropriées. Ce serait utile, ai-je acquiescé. Excellent. Il se trouve que Mélissa, que vous avez rencontrée au dîner, a une grande expérience dans ce domaine. Elle travaille avec notre cabinet à temps partiel, se spécialisant dans les situations familiales complexes comme la vôtre. Et voilà. La prochaine étape de leur plan. Andrea se positionnait pour influencer directement ma planification successorale, créant une opportunité pour s'insérer elle-même ou ses représentants dans mon testament. Mélissa, ai-je dit, feignant la surprise. La directrice d'hôpital ? Marc a souri modestement. Elle porte plusieurs casquettes. L'administration hospitalière est son rôle principal, mais elle est aussi avocate agréée avec une expertise en droit des personnes âgées et en planification successorale. Seriez-vous à l'aise de travailler avec elle ? Bien sûr, ai-je dit. Elle m'a paru très compétente. Parfait. Je la ferai vous contacter pour organiser une réunion. En attendant, a-t-il dit en faisant glisser un dossier sur le bureau, voici quelques informations sur les stratégies d'investissement dont nous avons discuté. Prenez votre temps pour les examiner, et nous pourrons avancer quand vous serez prête. En quittant le bureau, je n'ai pas pu m'empêcher d'admirer la sophistication de leur approche. Rien d'ouvertement criminel ne s'était produit. Aucune pression n'avait été exercée. Ils construisaient une relation,
établissait la confiance et créait de multiples voies apparemment légitimes vers mes actifs. J'ai marché lentement vers ma voiture, sentant le soleil de Provence sur mon visage, réfléchissant à la complexité de cette toile d'araignée dans laquelle je m'étais volontairement engouffré. Chaque fil était tissé avec une précision remarquable, chaque mouvement calculé pour m'envelopper plus étroitement dans leur piège. Mais cette fois, le prédateur ne savait pas qu'il était devenu la proie. Cette pensée m'a fait sourire alors que je démarrais ma voiture et que je prenais la route vers mon appartement, où le commandant Berger m'attendait pour le débriefing. Le ciel au-dessus d'Aix-en-Provence était d'un bleu parfait, sans nuages, et quelque part dans cette ville, Andrea de C préparait son prochain mouvement, inconsciente du fait que chacun de ses pas la rapprochait de sa propre chute. 2 jours plus tard, Mélissa Grantier a appelé pour planifier notre réunion de planification successorale. Elle a suggéré que nous nous rencontrions chez moi plutôt que dans son bureau. La planification successorale est une affaire tellement personnelle, a-t-elle dit. Beaucoup de clients préfèrent le confort de leur propre foyer pour ces discussions. Ce serait parfait, ai-je accepté, sachant que c'était exactement ce que le commandant Berger avait anticipé. Il voulait voir mon environnement de vie, évaluer ma vulnérabilité, et peut-être chercher des informations supplémentaires sur mes actifs. Le jour de la réunion, Berger et son équipe sont arrivés tôt pour installer l'équipement de surveillance et me briefer sur les protocoles de sécurité. Nous aurons une couverture audio et vidéo de tout l'appartement, a-t-il expliqué. 2 agents seront postés dans l'immeuble et je serai dans le fourgon de surveillance dehors. Si à un moment vous ne vous sentez pas en sécurité, utilisez la phrase de panique dont nous avons discuté et nous interviendrons immédiatement. Je comprends, ai-je dit. Mais je ne pense pas que ça en arrivera là. Andrea est trop intelligente pour faire quoi que ce soit d'ouvertement menaçant. Elle joue un jeu à long terme. Faites attention quand même, a insisté Henri. Il avait participé à chaque session de planification, soutenant l'opération, mais anxieux concernant mon rôle. Ces gens sont dangereux, maman. Je sais, mon chéri, ai-je dit en lui serrant la main. Mais moi aussi. À ma façon. À exactement 15 heures, on a frappé à ma porte. Je l'ai ouverte pour trouver Andrea, alias Mélissa, debout là dans un tailleur conservateur, mallette en main. Hélène, a-t-elle dit chaleureusement. Merci de m'accueillir chez vous. Entrez, je vous en prie, ai-je répondu. Puis-je vous offrir du thé? Ce serait avec plaisir. Pendant que je préparais le thé, j'ai regardé Andrea scanner mon appartement, prenant note du mobilier modeste, des photos de famille, des petits détails de ma vie. Ses yeux se sont attardés sur une photo encadrée d'Henri et moi datant de sa remise de diplôme. Votre fils? A-t-elle demandé en prenant le cadre. Oui, c'est Henri, ai-je dit en apportant le plateau de thé à la table basse. Un bel homme, a-t-elle commenté. Vous devez être très fier. Je le suis, ai-je dit. Même si les choses sont compliquées en ce moment. C'est souvent le cas dans les familles, a-t-elle répondu en reposant la photo. C'est pourquoi la planification successorale est si importante. Elle apporte clarté et direction quand les émotions risqueraient autrement d'obscurcir le jugement. Pendant l'heure suivante, Andrea m'a guidée à travers une revue complète des options de planification successorale. Elle était compétente et articulée, expliquant des concepts juridiques complexes en termes accessibles. Si je n'avais pas connu sa véritable identité, j'aurais été impressionnée par son expertise. Maintenant, a-t-elle dit après avoir couvert les bases, parlons de votre situation spécifique. Vous avez mentionné que votre testament actuel laisse tout à Henri, mais vous reconsidérez la question étant donné les tensions récentes. Quelles sont vos réflexions sur des arrangements alternatifs? Je ne suis pas sûre, ai-je dit, jouant le rôle de la cliente incertaine et vulnérable. Je n'ai pas d'autre famille proche. Il y a de nombreuses options, a dit Andrea avec fluidité. Vous pourriez envisager une fiducie avec des conditions spécifiques pour l'héritage d'Henri, ou vous pourriez désigner une partie de votre patrimoine à des causes ou institutions qui vous tiennent à cœur. Elle a fait une pause, puis a ajouté de façon désinvolte. Certains de mes clients envisagent aussi de nommer un conseiller de confiance comme exécuteur ou fiduciaire, quelqu'un qui peut s'assurer que leurs volontés sont respectées objectivement, sans que les émotions familiales ne compliquent les choses. Quelqu'un comme vous? Ai-je demandé avec une naïveté délibérée. Andrea a souri modestement. Ce n'est pas inhabituel. En tant qu'avocate avec de l'expérience dans ces domaines, je peux fournir l'objectivité et l'expertise dont beaucoup de familles ont besoin. Mais c'est entièrement votre décision, bien sûr. Elle a ouvert sa mallette et en a sorti plusieurs documents. J'ai pris la liberté de rédiger quelques options préliminaires pour votre considération. Pas de décision à prendre aujourd'hui, juste matière à réflexion. J'ai jeté un coup d'œil au papier, notant les dispositions soigneusement construites qui, si elles étaient mises en œuvre, donneraient à Mélissa Grantier un contrôle significatif sur mes actifs. C'est très complet, ai-je dit.
Vous avez clairement beaucoup réfléchi à ma situation. Je crois au service personnalisé, a-t-elle répondu. En parlant de cela, j'ai remarqué votre armoire à thé quand j'étais dans la cuisine. Vous semblez avoir toute une collection. Oh oui, ai-je dit. Les tisanes sont une passion pour moi. Je les trouve tellement apaisantes, surtout en vieillissant. Je comprends parfaitement, a dit Andrea. J'explore moi-même les remèdes naturels récemment. En fait, je vous ai apporté quelque chose. Elle a replongé la main dans sa mallette et en a sorti une petite boîte en métal. C'est un mélange spécial que j'ai découvert. C'est particulièrement bon pour le sommeil et l'anxiété, quelque chose avec quoi beaucoup de gens de votre âge luttent pendant les grandes transitions de vie. J'ai accepté la boîte, sentant un frisson malgré la chaleur de l'appartement. C'était ça, le moment que Berger avait prévenu qui pourrait venir. Le thé était presque certainement contaminé avec quelque chose qui me rendrait vulnérable ou pourrait potentiellement imiter des causes naturelles de décès si administré à doses plus élevées. Comme c'est attentionné, ai-je dit en posant la boîte sur la table basse. Je l'essaierai ce soir. Juste une petite quantité au début, a-t-elle conseillé. C'est assez puissant. Notre réunion s'est conclue avec Andrea, promettant de m'envoyer des documents finalisés pour examen, et moi promettant de considérer ses suggestions concernant la planification successorale. Alors que je la raccompagnais à la porte, elle s'est arrêtée. Encore une chose, Hélène. J'organise un petit dîner le week-end prochain chez moi. Juste quelques amis proches et clients. J'aimerais beaucoup que vous vous joigniez à nous. Ça pourrait vous aider à penser à autre chose qu'à ce qui se passe avec Henri. Ça a l'air charmant, ai-je dit. Merci de m'inclure. Bien sûr, a-t-elle répondu. Nous sommes amis maintenant, n'est-ce pas? Dès qu'elle est partie, le commandant Berger et son équipe sont entrés dans l'appartement. Un technicien d'épreuve a immédiatement sécurisé la boîte de thé. Nous allons faire analyser ça immédiatement, a dit Berger. En attendant, nous devons décider de l'invitation au dîner. J'y vais, ai-je dit fermement. Ça pourrait être dangereux, a averti Berger. Son territoire, ses associés présents. C'est aussi notre meilleure opportunité de rassembler des preuves contre tout son réseau, ai-je répliqué. Vous avez dit vous-même que ces dîners sont probablement des événements de recrutement, où ils identifient des cibles potentielles et les assignent à différents membres de l'équipe. Berger m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Vous comprenez, Madame Martin, que si vous assistez à ce dîner, vous marcherez droit dans la tanière du lion. J'ai pensé à Henri, aux autres victimes dont les vies avaient été brisées par les jumelles de C, à la façon soigneuse et calculée dont Andrea avait essayé de m'empoisonner dans ma propre maison. Commandant, ai-je dit, parfois la seule façon d'attraper un lion est d'entrer dans sa tanière. Assurez-vous simplement que votre équipe soit prête quand je le ferai. L'analyse du thé a confirmé nos soupçons. Il contenait un sédatif et une substance qui, à dose plus élevée, pouvait provoquer des symptômes ressemblant à une crise cardiaque, pratiquement indétectable lors d'une autopsie de routine, surtout chez une femme âgée avec des antécédents d'hypertension comme moi. Elle accélère plus vite que prévu, a dit Berger lors de notre prochain briefing. Cela suggère qu'elle ressent de la pression, peut-être à cause de l'arrestation de Samantha et de l'exposition potentielle de leur opération. Ou elle me voit comme particulièrement vulnérable, ai-je suggéré. Une vieille dame seule, brouillée avec son unique famille, avec une fortune significative et personne pour veiller sur ses intérêts. Quoi qu'il en soit, le dîner est notre opportunité de rassembler des preuves définitives. Nous aurons des agents déguisés en personnel de service et nous vous équiperons de dispositifs d'enregistrement audio et vidéo. Henri, qui avait été silencieux pendant la majeure partie de la réunion, a finalement pris la parole. Ça devient trop dangereux. Maman, ces gens prévoyaient de t'empoisonner. Et s'ils tentaient quelque chose au dîner? Ils ne le feront pas, l'a assuré Berger. Pas avec d'autres invités présents. Leur méthode est de construire lentement la confiance, d'établir un schéma de contact régulier avant de faire leur coup final. En plus, ai-je ajouté, je ferai attention à ce que je mange et bois. Et ton père disait toujours que j'avais une constitution de fer. Henri n'a pas souri. Papa aurait détesté ça, tu sais. Que tu te mettes en danger comme ça. Ton père aurait voulu que justice soit faite, ai-je dit doucement. Comme moi. Le dîner était prévu pour samedi soir chez Andrea, une villa provençale dans les collines du Luberon. L'emplacement lui-même en disait long sur le succès de leur entreprise criminelle, un domaine vaste, des vues panoramiques, un niveau de luxe qui impressionnerait les victimes potentielles et renforcerait l'image de richesse et de succès légitime. Le commandant Berger et son équipe ont passé des jours à préparer l'opération. Ils ont établi des positions de surveillance autour de la propriété, créé des couvertures pour les agents infiltrés qui joueraient le personnel de service, et m'ont équipé d'un collier de créateur contenant un dispositif d'enregistrement sophistiqué. Rappelez-vous, a dit Berger pendant que son technicien ajustait le collier,
Si à un moment vous sentez que vous êtes en danger, utilisez la phrase de panique. Nous aurons la maison encerclée et nous pourrons être à l'intérieur en 30 secondes. Ça ira, les jeux assurés. Je commence à apprécier ce métier d'agent secret. N'appréciez pas trop, a-t-il averti. Ces gens sont des professionnels et ils sont dangereux. Moi aussi, ai-je répondu. Ils ne le savent juste pas encore. La maison d'Andrea était encore plus impressionnante de près. En passant les portes de sécurité, je pouvais voir la villa perchée sur une colline, ses murs de pierre dorés brillant dans la lumière du soir. Un voiturier a pris ma voiture, et j'ai suivi le chemin jusqu'à la porte d'entrée, où Andrea m'a accueilli avec une embrassade chaleureuse. « Hélène, je suis tellement contente que vous ayez pu venir », a-t-elle dit en me faisant entrer. « Venez, laissez-moi vous présenter à tout le monde. » L'intérieur était stupéfiant, des plafonds hauts, des œuvres d'art dignes d'un musée, un mobilier qui témoignait de richesse et de goût. Une douzaine d'invités environ se mêlaient dans le grand salon, verre en main, engagés dans ce qui semblait être une conversation agréable. Andrea m'a guidée à travers la foule, me présentant à chaque personne. Un chirurgien à la retraite et sa femme, une veuve qui avait récemment déménagé à Aix-en-Provence depuis Paris, un cadre divorcé qui venait de vendre son entreprise technologique. J'ai reconnu le schéma immédiatement. Toutes des cibles potentielles, toutes avec des actifs significatifs, toutes dans un état de transition ou de vulnérabilité. Et voici, a dit Andrea en me conduisant vers un homme distingué dans la soixantaine, le juge Richard Armand. Richard, voici Hélène Martin, celle dont je vous ai parlé. Le juge a pris ma main, sa poigne ferme et confiante. C'est un plaisir de vous rencontrer, Hélène. Mélissa parle très bien de vous. Que du bien, j'espère, ai-je répondu avec un sourire. Uniquement le meilleur, m'a-t-il assuré. Elle me dit que vous envisagez de déménager sur la Côte d'Azur. Oui, je regarde une résidence pour retraiter là-bas. Les oliviers bleus ? A-t-il demandé. J'ai une maison d'hiver près de là. Charmante région. Et ainsi de suite. Pendant tout l'apéritif, j'ai été passé d'invité en invité. Chaque conversation apparemment décontractée, mais sondant subtilement ma situation financière, ma relation avec mon fils, mes projets d'avenir. J'ai joué mon rôle, partageant juste assez de vulnérabilité pour être crédible, juste assez d'informations financières pour être attrayante. Le dîner a été servi dans une salle à manger formelle, avec vue sur les vignes environnantes. J'étais assise entre le juge et Marc Duval, alias Jacques Grantier, qui m'a accueillie comme une vieille amie. Hélène, quel plaisir de vous revoir. Avez-vous eu l'occasion de consulter les documents que je vous ai envoyés ? Je les ai parcourus, ai-je dit. Il y a beaucoup à considérer. Pas de précipitation, m'a-t-il assuré. Ces décisions ne doivent pas être prises à la hâte. Le repas était exquis, plusieurs plats de cuisine gastronomique accompagnés de vins coûteux. J'ai fait attention à ne manger que ce que tout le monde mangeait, et à peine siroter mon vin, attentive aux avertissements du commandant Berger. Au fur et à mesure que la soirée avançait, j'ai remarqué un schéma dans les arrangements de place et les conversations. Chaque invité vulnérable, la veuve, le cadre divorcé, moi-même, était positionné entre deux membres du réseau de C. Nous étions évalués, nos faiblesses identifiées, notre valeur potentielle calculée. Après le dîner, Andrea nous a invités sur la terrasse pour le café et le dessert. La nuit était claire, la vue spectaculaire, avec les lumières des villages provençaux scintillant au loin. Elle a habilement divisé le groupe, me guidant avec le juge vers un coin isolé. Richard m'a été d'une grande aide pour comprendre le système juridique ici dans la région, a-t-elle dit. Je me suis dit que vous pourriez avoir des conversations intéressantes sur la planification successorale. Mélissa m'a dit que vous êtes préoccupé par vos arrangements actuels, a dit le juge une fois qu'Andrea s'était éloigné. Les tensions familiales peuvent rendre ces questions particulièrement complexes. Oui, ai-je acquiescé. Mon fils et moi sommes en désaccord en ce moment. Ça m'a fait reconsidérer certaines choses. Je comprends parfaitement. Ma fille et moi avons traversé une situation similaire après le décès de ma femme. Ce sont des eaux difficiles à naviguer seules. Il parlait avec une telle empathie sincère que pendant un moment je me suis demandé s'il faisait vraiment partie du stratagème. Pouvait-il être un participant innocent ? Une autre victime potentielle ? Mais ensuite il a continué. Mélissa m'a été inestimable pour m'aider à restructurer mon patrimoine. Elle a une capacité remarquable à anticiper les problèmes et créer des solutions. Elle semble effectivement très capable, ai-je dit prudemment. Plus que capable, a-t-il dit en baissant la voix. Entre nous, je l'ai nommée comme mon exécuteur testamentaire. Ma fille était furieuse, bien sûr, mais Mélissa s'assurera que mes volontés soient respectées sans complications émotionnelles. Et voilà, la confirmation que le juge était soit complice, soit une autre victime plus avancée dans le processus que je prétendais l'être.
C'est une idée intéressante, ai-je dit. Je me suis demandé si je devrais envisager quelque chose de similaire. Je le recommanderais vivement. En fait, a-t-il dit en plongeant la main dans la poche de sa veste, je vous ai apporté quelque chose. Mélissa a mentionné que ça pourrait vous intéresser. Il m'a tendu une carte de visite. Maître Henri Villemont, avocat spécialisé en droit patrimonial, le meilleur avocat en planification successorale du sud de la France. Il travaille étroitement avec Mélissa sur des situations complexes comme la vôtre. J'ai accepté la carte, notant que le nom était probablement un autre alias, un autre membre du réseau. Merci, ai-je dit. Je l'appellerai. Faites-le, a dit le juge en me tapotant la main. Plus tôt ces questions sont réglées, mieux c'est. À notre âge, on ne sait jamais ce que demain peut apporter. La menace à peine voilée ne m'a pas échappé. Alors que la soirée touchait à sa fin, Andrea m'a retrouvée. J'espère que vous vous êtes bien amusée, Hélène. Beaucoup, les jeux assurés. Vous avez une magnifique maison et des amis fascinants. J'en suis ravie. J'espérais que nous pourrions avoir une chance de discuter en privé avant que vous partiez. Cela vous dérangerait-il de rester un peu après que les autres soient partis? Mon pouls s'est accéléré. C'était ça, l'opportunité que nous attendions. Bien sûr, ai-je dit. J'aimerais ça. J'ai regardé Andrea gérer avec fluidité les départs de ses autres invités, faisant en sorte que chacun se sente spécial et apprécié. Le juge m'a lancé un regard significatif en partant, un rappel silencieux d'appeler l'avocat dont j'avais glissé la carte dans mon sac. Finalement, seule Andrea et moi sommes restés. Elle m'a conduite vers un petit salon plus intime et nous a versé à chacune un cognac d'une carafe en cristal. Je ne bois pas d'habitude, ai-je dit en acceptant. Le verre m'est sans boire. Les occasions spéciales appellent des plaisirs spéciaux, a-t-elle répondu. Et je considère ceci comme une occasion spéciale, le début de ce que j'espère être une amitié précieuse. Elle s'est assise en face de moi, m'étudiant avec ses yeux calculateurs si semblables à ceux de sa sœur. Hélène, je vais être directe avec vous. Je crois que je peux vous aider à sécuriser votre avenir d'une manière qui protège vos actifs et garantit que vos volontés soient respectées. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit. Mais je ne suis pas sûre de comprendre exactement ce que vous voulez dire. Je veux dire que j'ai observé votre situation de près. Vous êtes une femme fortunée avec un fils en froid avec vous qui pourrait ne pas avoir vos meilleurs intérêts à cœur. Vous envisagez un changement de vie significatif, déménager dans une nouvelle région où vous n'aurez pas de système de soutien établi. Elle s'est penchée en avant. Ce sont des circonstances vulnérables, surtout pour quelqu'un de votre âge. Je suppose que oui, ai-je admis. J'aimerais proposer un arrangement, a-t-elle continué. Une relation professionnelle qui vous fournirait protection et tranquillité d'esprit. Quel genre d'arrangement? Je servirais de représentante financière et juridique. Je gérerais vos actifs, superviserais votre relocalisation, et m'assurerais que votre planification successorale reflète vos véritables souhaits. C'est très généreux, ai-je dit. Mais pourquoi feriez-vous ça pour moi? Nous venons à peine de nous rencontrer. Andrea a souri, une expression calculée qui n'a jamais atteint ses yeux. Disons simplement que j'ai un intérêt particulier à aider les femmes comme vous, des femmes qui ont été sous-estimées par leur famille. Et qu'attendriez-vous en retour? Des frais de gestion standards, bien sûr. Et peut-être, elle a fait une pause. Peut-être pourriez-vous envisager de m'inclure dans votre planification successorale. Pas comme bénéficiaire principal, naturellement, mais comme fiduciaire ou exécuteur, quelqu'un qui s'assurerait que vos volontés soient respectées après votre départ. J'ai acquiescé lentement, comme si je considérais l'idée. Et cela impliquerait de changer mon testament actuel, celui qui désigne Henri comme mon héritier. Pas nécessairement changer le bénéficiaire principal, a-t-elle dit prudemment, mais ajouter des dispositions, des protections. Si vous deviez devenir incapable, par exemple, qui prendrait les décisions en votre nom? Voudriez-vous que ce soit Henri étant donné votre relation actuelle? Je n'avais pas pensé à ça, ai-je dit en feignant l'inquiétude. Ce sont des considérations critiques, Hélène. La vie est imprévisible, surtout en vieillissant. Elle a tendu la main vers sa mallette et en a retiré un dossier. J'ai pris la liberté de rédiger quelques documents pour votre considération. Une procuration durable, des directives de santé, et un codicile à votre testament qui me nommerait comme exécuteur. C'est très complet, ai-je dit en acceptant le dossier mais sans l'ouvrir. J'aurai besoin de temps pour examiner tout ça. Bien sûr, a-t-elle dit, mais je vous encouragerai à ne pas attendre trop longtemps. Ces protections sont plus précieuses quand elles sont en place avant d'être nécessaires. J'ai placé le dossier dans mon sac à côté de la carte de l'avocat que le juge m'avait donnée. JY refletirá y seriosamente. Excellent. Andrea s'est levée, indiquant que notre réunion touchait à sa fin.
J'ai un bon pressentiment à ce sujet, Hélène. Je pense que nous allons devenir très importantes l'une pour l'autre. Alors qu'elle me raccompagnait à la porte, elle a ajouté de façon désinvolte. Au fait, comment avez-vous trouvé le mélange de thé que je vous ai donné? Oh, ai-je dit, momentanément prise au dépourvu. Je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Son expression of vassal bereavement. De la déception peut-être, ou de la suspicion. Vous devriez. C'est assez transformateur. Je le ferai, ai-je promis, me demandant si elle s'attendait à ce que je sois déjà sous l'influence de ce qu'elle y avait mis. À la porte, elle m'a embrassé à nouveau, tenant légèrement plus longtemps que ce qui était confortable. Conduise prudement, Helene. Et rappelez-vous, vous n'êtes plus seule maintenant. Je suis là pour vous aider. Merci, Mélissa, ai-je dit. Pour tout. En m'éloignant de la villa, j'ai relâché un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. L'enregistreur du collier avait capturé chaque mot, chaque menace subtile. Combiné avec le thé trafiqué et les documents juridiques suspects, nous avions assez de preuves pour agir contre Andrea et son réseau. J'ai appelé le commandant Berger depuis ma voiture. C'est fait. Elle a fait sa proposition, complète avec des documents de procuration et des références pas si subtiles au thé drogué. Excellent travail, Madame Martin, a-t-il répondu. Nous avons tout sur bande. Retournez au point de rendez-vous immédiatement. Nous intervenons maintenant. En atteignant le point de rendez-vous désigné, je pouvais voir des véhicules de police foncer vers la villa d'Andrea, gyrophares allumés mais sirènes silencieuses. En quelques minutes, Berger a rappelé. Nous l'avons, a-t-il dit. Et d'après les documents que nous avons trouvés dans son bureau, nous allons procéder à des arrestations supplémentaires ce soir, y compris le juge Armand et au moins 4 autres personnes. Le juge aussi? Ai-je demandé, surprise malgré tout ce que j'avais vu. Il travaille avec eux depuis des années, utilisant sa position pour approuver des tutelles et des transferts de patrimoine frauduleux. La corruption est profonde, Madame Martin. J'ai pensé à toutes les victimes qui avaient fait confiance à ces gens, qui avaient été manipulés, exploités, et dans certains cas, possiblement assassinés. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé. Maintenant nous construisons notre dossier. Votre témoignage sera crucial, mais les preuves que nous avons rassemblées ce soir devraient être suffisantes pour envoyer Andrea en prison pour très longtemps. Sa sœur aussi. J'ai ressenti un profond sentiment de clôture, sachant que les jumelles de C ne seraient plus en mesure de s'en prendre à des personnes vulnérables comme moi, comme nous. Mais il y avait aussi de la tristesse pour ce qui aurait pu être. Tant d'intelligence, tant de charisme, gaspillé dans la tromperie et l'exploitation. Vous avez fait quelque chose de remarquable, Madame Martin, a dit Berger, interrompant mes pensées. Vous nous avez aidés à démanteler l'une des opérations de fraude aux personnes âgées les plus sophistiquées que nous ayons jamais rencontrées. Vous devriez être fier. Je le suis, ai-je dit simplement. Mais pour l'instant, je veux juste rentrer chez moi retrouver mon fils. 6 mois plus tard, je me tenais dans la salle d'audience tandis que le juge, un vrai cette fois, prononçait les sentences pour Andrea et Samantha de C. Le procès avait été long et complexe, avec des preuves présentées de cas s'étalant sur une décennie dans plusieurs régions de France. Les accusés ont montré un schéma d'exploitation délibéré et calculé de personnes vulnérables, a dit le juge. Elles n'ont démontré aucun remords pour leurs actions, qui ont causé des préjudices financiers et émotionnels incommensurables à des dizaines de victimes. Il a condamné chaque sœur à 20 ans de prison ferme, avec des accusations supplémentaires en instance dans d'autres régions. Alors que les gardes les emmenaient, Andrea s'est retournée pour me regarder une dernière fois. Le calcul froid avait disparu de ses yeux, remplacé par autre chose. Pas du remords exactement, mais peut-être de la reconnaissance. La reconnaissance qu'elle avait finalement rencontré quelqu'un qu'elle ne pouvait ni manipuler ni contrôler. Dehors, devant le palais de justice, Henri a passé son bras autour de mes épaules. C'est fini, maman. Vraiment fini. Oui, ai-je acquiescé. Maintenant nous pouvons nous concentrer sur la reconstruction. Et reconstruire nous l'avons fait. Avec l'aide du commandant Berger et de l'unité des crimes financiers, nous avons pu récupérer environ 70% de l'argent que Samantha nous avait volé, bien plus que ce que la plupart des victimes voient jamais revenir. J'en ai utilisé une partie pour acheter une nouvelle maison, plus petite que celle que j'avais vendue, mais choisie par moi, pour moi, pas parce que quelqu'un d'autre m'avait convaincu que j'en avais besoin. C'était une bastide provençale aux volets bleus, nichée entre les oliviers et les lavandes, avec une vue sur le mont Ventoux au loin. Le jour où j'ai emménagé, le soleil illuminait la façade de pierre blonde et les cigales chantaient dans les pins. J'ai su immédiatement que j'étais chez moi. Henri m'a aidé à emménager, et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que notre relation avait retrouvé un socle solide. Il avait pris quelques jours de congé de son travail à Marseille pour m'aider à déballer les cartons et à installer les meubles.
Nous avons travaillé côte à côte dans un silence confortable, interrompu seulement par des souvenirs partagés quand nous tombions sur de vieilles photos ou des objets du passé. Tu sais, a-t-il dit un soir alors que nous étions assis sur ma nouvelle terrasse à regarder le coucher du soleil, ses rayons dorés transformant les vignes environnantes en mer d'or. Je ne t'ai jamais vraiment remercié. Remercié pourquoi? Pour m'avoir sauvé d'elle. D'elle. J'étais complètement aveugle, complètement dupé. On l'était tous les deux, lui ai-je rappelé. Elle était très douée dans ce qu'elle faisait. Le Mistral soufflait doucement, apportant avec lui le parfum de la lavande et du thym sauvage des collines environnantes. Un merle chantait quelque part dans les oliviers, et au loin, les cloches d'une église de village sonnaient l'Angélus. Mais toi tu as compris. Tu as été plus forte que moi. J'ai pris sa main, celle de mon petit garçon devenu homme, marquée maintenant par les années et l'expérience. Différente, pas plus forte. Nous avons chacun nos dons, Henri. Les miens incluent apparemment un talent pour le travail de détective amateur. Hilary, un son que je n'avais pas assez entendu ces derniers temps, un son qui m'a rempli de joie et de gratitude. Tu as été incroyable, maman. Papa aurait été tellement fier. Il aurait été fier de nous deux, ai-je dit. Pour avoir retrouvé le chemin l'un vers l'autre. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Marc Leblanc, l'une des victimes précédentes de Samantha qui avait témoigné au procès. Il me remerciait pour mon rôle dans la traduction des sœurs en justice et partageait comment l'expérience l'avait affecté. Il avait rencontré Samantha sous le nom de Stéphanie, 3 ans avant qu'elle ne croise le chemin d'Henri. Elle lui avait pris ses économies de toute une vie, le laissant au bord de la faillite et de la dépression. Savoir que je n'étais pas seule, que d'autres avaient traversé la même chose, m'a aidé à arrêter de me blâmer, écrivait-il. Vous nous avez rendu notre dignité à tous. J'ai lu et relu cette lettre, les larmes aux yeux. Ces mots m'ont accompagné pendant des jours, éveillant en moi une idée qui a grandi pour devenir une mission. J'ai pensé à toutes les autres victimes, celles que nous connaissions et celles que nous ne connaîtrions jamais. J'ai pensé aux personnes âgées isolées, vulnérables, qui pouvaient facilement tomber dans les mêmes pièges que nous. Et j'ai compris que mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, pouvait servir à quelque chose de plus grand. Avec les conseils du commandant Berger, j'ai créé une fondation pour éduquer les personnes âgées sur la fraude financière et l'exploitation. Nous l'avons appelée l'Acier Forgé, en hommage à la citation de Raymond. Nous avons créé des ateliers, des conférences et des groupes de soutien pour les victimes dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les premiers mois ont été difficiles. J'ai dû apprendre à parler en public, à gérer une organisation, à travailler avec les médias et les autorités. Mais chaque fois que je voyais le visage soulagé d'une personne qui réalisait qu'elle n'était pas seule, chaque fois qu'un senior venait me remercier d'avoir partagé mon histoire, je savais que j'étais sur le bon chemin. Henri, à ma grande surprise, s'est profondément investi dans le travail de la Fondation. Son expérience en conseil financier s'est avérée inestimable, alors que nous développions des outils pour aider les seniors à se protéger des arnaques et des relations prédatrices. Il a pris en charge tout l'aspect financier de l'organisation, s'assurant que chaque euro donné était utilisé de manière responsable et transparente. Tu as trouvé ta vocation, maman, m'a-t-il dit après un atelier particulièrement réussi, où j'avais partagé mon histoire avec une salle pleine de retraités à Marseille. Tu changes des vies. J'essaie juste de faire quelque chose de bien à partir de quelque chose de mal, ai-je dit. Mais il avait raison. Dans l'étrange alchimie de la vie, la douleur et l'humiliation d'avoir été trompée s'étaient transformées en quelque chose de significatif et de puissant. À 68 ans, j'avais découvert un nouveau but, un nouveau chapitre de ma vie que je n'aurais jamais pu anticiper. L'été suivant, la Fondation organisait sa première grande conférence régionale à Aix-en-Provence. Des experts en cybersécurité, des représentants des forces de l'ordre, des travailleurs sociaux et des victimes comme moi se sont réunis pour partager leurs connaissances et leurs expériences. J'ai prononcé le discours d'ouverture devant plus de 300 personnes, racontant mon histoire du début à la fin, de la robe bleu marine que je repassais quand j'ai reçu l'appel de Maître Goldman, jusqu'à ce jour où je me tenais devant eux, transformée par l'épreuve mais plus forte que jamais. Quand j'ai terminé, la salle s'est levée pour m'applaudir. J'ai vu des larmes sur de nombreux visages, des hochements de tête de reconnaissance, des regards de gratitude. Ces gens comprenaient. Ils avaient vécu des expériences similaires ou craignaient d'en vivre. Et maintenant, grâce à notre travail, ils étaient mieux équipés pour se protéger et protéger leurs proches. Un après-midi, alors que je préparais mes notes pour une prochaine présentation dans un centre pour seniors à Nice, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver le commandant Berger debout là, un dossier à la main. « Madame Martin », m'a-t-il salué avec un sourire. « J'espère que je ne dérange pas. »« Pas du tout », ai-je dit en l'invitant à entrer. « Et s'il vous plaît, après tout ce que nous avons traversé ensemble, je pense que vous pouvez m'appeler Hélène. » Hélène, alors, a-t-il accepté en prenant place dans mon salon.
J'ai des nouvelles que je voulais vous annoncer en personne. Il a ouvert le dossier et en a retiré plusieurs photographies. Celles-ci ont été trouvées dans un garde-meuble enregistré au nom d'Andrea de C. Nous croyons que ce sont des photos de victimes qui n'ont pas survécu à leur rencontre avec les sœurs. J'ai regardé les images, des hommes et des femmes âgés, tous souriant pour la caméra, tous inconscients du danger qu'ils couraient. Il y avait une femme avec un sourire doux et des cheveux blancs, photographiée devant ce qui semblait être une maison de retraite près de Cannes. Un homme distingué en costume, probablement un ancien homme d'affaires, posant fièrement devant une voiture de luxe. Une autre femme, plus jeune que les autres, peut-être la soixantaine, tenant un chat dans ses bras. Tous ces gens avaient fait confiance aux sœurs de C. Tous avaient payé de leur vie. Combien? Ai-je demandé, la gorge serrée. Nous en avons identifié 7 jusqu'à présent. Tous morts de cause apparemment naturelle. Crises cardiaques, AVC, shoots. Mais étant donné ce que nous savons maintenant de leur méthode. Ils ont été assassinés, ai-je dit doucement. Oui. Le médecin légiste examine les cas, mais certains remontent à presque 10 ans. Il sera difficile de prouver définitivement. J'ai pensé à combien j'avais été près de devenir l'une de ces photographies, à la facilité avec laquelle j'aurais pu devenir une autre mort naturelle, pleurer brièvement puis oublier. Le thé qu'Andrea m'avait donné, si je l'avais bu, aurait pu me tuer en quelques semaines, provoquant ce qui aurait ressemblé à une crise cardiaque ordinaire. Personne n'aurait soupçonné quoi que ce soit. Il y a autre chose, a continué Berger. Les sœurs de C n'étaient pas les seules à mener ces opérations. Nous avons identifié des réseaux similaires dans le nord de la France, en Belgique et en Suisse. Le travail de votre fondation est plus important que jamais. Alors nous allons nous étendre, ai-je dit avec détermination. Plus d'ateliers, plus de sensibilisation, tout ce qu'il faut pour protéger les gens des prédateurs comme les de C. Berger m'a regardé avec une admiration non dissimulée. Vous savez, quand nous nous sommes rencontrés, je pensais que vous étiez juste une autre victime. Je n'aurais jamais imaginé que vous deviendriez l'un de nos atouts les plus précieux dans la lutte contre la fraude aux personnes âgées. Moi non plus, ai-je admis. Mais la vie a une façon de nous surprendre, n'est-ce pas? Après le départ du commandant Berger, je suis retourné à mon bureau et à mes notes pour la présentation. La page de titre disait « Reconnaître le prédateur, comment se protéger de l'exploitation financière ». En dessous, j'avais écrit une citation de mon mari Raymond, quelque chose qu'il disait toujours quand nous faisions face à un défi. L'acier le plus solide est forgé dans le feu le plus ardent. Je n'avais pas compris la pleine signification de ces mots jusqu'à maintenant. La tromperie, la trahison, la peur. Tout cela avait fait partie de la forge, me testant, me renforçant, me transformant en quelqu'un que je n'aurais jamais cru pouvoir être. À 68 ans, la plupart des gens pensaient que mes contributions les plus significatives étaient derrière moi. Mais en regardant les documents de la Fondation étalés sur mon bureau, les lettres de victimes qui avaient trouvé leur voie grâce à notre travail, le calendrier des interventions qui allait me conduire à travers tout le pays, je connaissais la vérité. Mon plus grand chapitre commençait à peine. Ce soir-là, Henri est venu dîner, amenant avec lui une femme qu'il fréquentait depuis quelques mois maintenant, prudemment, progressivement. Elle s'appelait Élise, une architecte divorcée qu'il avait rencontrée lors d'un événement professionnel. Elle avait un sourire chaleureux et des yeux intelligents, et contrairement à Sophie, elle n'essayait pas trop de me plaire. Elle était simplement elle-même, authentique et sincère, et je l'ai aimée immédiatement pour ça. En les regardant ensemble, j'ai vu la guérison qui s'était opérée chez mon fils. La fatigue restait, mais à côté d'elle il y avait une nouvelle sagesse, une compréhension plus profonde de lui-même et des autres. Il riait plus facilement maintenant, et ses yeux brillaient quand il regardait Élise d'une façon qu'il n'avait jamais brillé avec Sophie. « Maman », a-t-il dit alors que nous nous asseyions pour manger. Élise et moi avons parlé de la fondation. Elle a des idées pour toucher les jeunes adultes, leur apprendre comment aider à protéger leurs parents et grands-parents. Ça a l'air merveilleux, ai-je dit en souriant à Élise. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Élise s'est penchée en avant avec enthousiasme. J'ai pensé à créer une application mobile, quelque chose de simple qui permettrait aux gens de vérifier rapidement si une offre ou une personne semble suspecte. Avec des alertes en temps réel et une base de données des arnaques connues. Ses yeux brillaient d'excitation alors qu'elle décrivait sa vision, et j'ai vu pourquoi Henri était tombé amoureux d'elle. Elle avait cette énergie créative, cette volonté de faire le bien, qui me rappelait Raymond dans ses meilleurs jours. Alors que la conversation coulait autour de ma table, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. Pas pour ce qui s'était passé. Je ne serai jamais reconnaissante pour les sœurs de C et leur cruauté. Mais pour ce qui en avait émergé. Une relation plus forte avec mon fils, un nouveau but dans ma vie, une communauté de survivants et de défenseurs travaillant ensemble pour créer le changement. Et maintenant,
Peut-être, une nouvelle famille qui se formait. Je nous ai regardés tous les trois, partageant un repas simple mais délicieux dans ma nouvelle maison provençale, les portes-fenêtres ouvertes sur le jardin où les premières étoiles commençaient à apparaître, et j'ai su que j'étais exactement là où je devais être. Dans le moment le plus sombre de ma vie, quand j'avais découvert que la belle-fille que j'aimais n'avait jamais existé, j'avais pensé que mon monde s'écroulait. Je n'aurais pas pu savoir qu'il commençait en fait à renaître. Cette nuit-là, après qu'Henri et Élise soient partis, je me suis assise sur ma terrasse à regarder les étoiles. Le ciel de Provence était d'une clarté extraordinaire, sans la pollution lumineuse des grandes villes, et la Voie lactée s'étirait au-dessus de moi comme un fleuve de lumière. Les grillons chantaient dans l'herbe, et quelque part dans les collines, un hibou a appelé. J'ai pensé à tous les rebondissements qui m'avaient amené à ce moment. L'appel urgent de Maître Goldman, la découverte dévastatrice de la véritable identité de Sophie, le jeu dangereux que j'avais joué avec Andrea. Et maintenant, la fondation qui touchait des vies à travers tout le pays. Tu serais étonné, Raymond, ai-je dit doucement au ciel nocturne. Tu ne croirais jamais ce que ta femme calme et fiable a fait. Et quelque part, d'une façon ou d'une autre, j'ai senti qu'il savait. Et qu'il était fier. J'ai fermé les yeux un instant, et dans le silence de la nuit provençale, j'ai presque pu sentir sa présence à mes côtés, comme dans ces premières années de notre mariage quand nous nous asseyions ensemble sur le balcon de notre petit appartement à regarder le coucher du soleil. Tu me manques, lui ai-je dit. Tous les jours. Mais je vais bien maintenant. Je suis heureuse. Et je fais quelque chose qui compte. Le vent a bruissé dans les oliviers, comme une réponse. J'ai souri et j'ai ouvert les yeux. Les 2 années qui ont suivi ont été les plus riches et les plus remplies de ma vie. La fondation L'Acier Forgé s'est développée au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer. Nous avons ouvert des antennes dans 10 grandes villes françaises, formé des centaines de bénévoles, et atteint des dizaines de milliers de personnes avec nos programmes de sensibilisation. J'ai voyagé à travers le pays, partageant mon histoire dans des centres pour seniors, des mairies, des associations de quartier. Chaque fois que je prenais la parole, je voyais des visages qui me rappelaient pourquoi ce travail était si important. Des veuves comme moi, des hommes seuls, des personnes âgées isolées qui cherchaient désespérément de la connexion et qui étaient donc particulièrement vulnérables aux prédateurs. Les médias se sont intéressés à notre travail. J'ai donné des interviews à la télévision et à la radio, racontant mon histoire encore et encore, espérant que chaque récit pourrait sauver quelqu'un d'autre de la même épreuve. Un documentaire a même été réalisé sur l'affaire de C et notre fondation, diffusé sur une grande chaîne nationale et vu par des millions de téléspectateurs. Mais les moments que je chérissais le plus étaient les plus petits, les plus intimes. Les conversations après mes présentations avec des personnes qui voulaient partager leurs propres expériences. Les lettres de remerciement que je recevais de gens qui avaient évité des arnaques grâce à nos conseils. Les appels téléphoniques de victimes qui avaient trouvé le courage de porter plainte après avoir entendu mon histoire. Un jour, une femme d'environ mon âge est venue me voir après une conférence à Lyon. Elle avait les larmes aux yeux et les mains qui tremblaient. « Je voulais vous remercier », a-t-elle dit. « Votre histoire m'a sauvée. J'étais en train de tomber dans le même piège. » Un homme charmant que j'avais rencontré sur Internet. Il voulait que je lui prête de l'argent pour une urgence familiale. J'allais le faire. Et puis j'ai lu un article sur vous dans le journal. J'ai compris ce qui se passait. Je l'ai embrassé, cet inconnu qui était devenu, en un sens, ma sœur. Nous étions liés par une expérience partagée, par la vulnérabilité et par la force qu'il fallait pour la surmonter. Comment vous sentez-vous maintenant ? Lui ai-je demandé. En colère, a-t-elle admis. Contre lui, mais surtout contre moi-même. Comment ai-je pu être aussi naïve ? Ce n'est pas de la naïveté, ai-je dit doucement. C'est de l'espoir. Nous espérons tous trouver de la connexion, de l'amour, quelqu'un qui nous comprend. Ces prédateurs le savent et ils en profitent. Ce n'est pas notre faute de vouloir être aimé. Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur ses joues. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Henri s'est marié avec Élise le printemps suivant, dans une petite cérémonie dans le jardin de ma Bastide provençale. C'était un jour parfait, avec un ciel d'un bleu immaculé et le parfum des roses qui emplissait l'air. J'ai regardé mon fils échanger ses vœux avec une femme qu'il aimait vraiment, authentiquement, sans calcul ni manipulation, et j'ai pleuré de joie. Élise portait une robe simple et élégante, et ses yeux brillaient de bonheur quand elle regardait Henri. Quand ils se sont embrassés pour sceller leur union, j'ai senti une vague de gratitude me submerger. Mon fils avait trouvé l'amour, le vrai amour cette fois. Et cette fois, je n'avais aucun doute. Au discours de réception, Henri m'a surprise en me remerciant publiquement. « Ma mère est la femme la plus forte que je connaisse », a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Elle m'a sauvée de la pire erreur de ma vie, et elle a transformé cette épreuve en quelque chose de beau et de significatif. « Maman, je suis fière de toi.
Je t'aime. Je me suis levée pour l'embrasser, les larmes coulant librement sur mes joues. Devant tous ces gens, famille et amis réunis, j'ai réalisé à quel point nous avions parcouru de chemin depuis ce soir terrible où j'avais appris la vérité sur Sophie. Nous avions traversé le feu ensemble, et nous en étions sortis plus forts. L'année suivante, j'ai reçu un prix national pour mon travail dans la prévention de la fraude aux personnes âgées. La cérémonie a eu lieu à Paris, dans un grand hôtel près des Champs-Élysées. Henri et Élise étaient là, ainsi que le commandant Berger et plusieurs membres de l'équipe de la Fondation. Quand je suis montée sur scène pour accepter le prix, j'ai regardé la salle pleine de gens qui applaudissaient, et j'ai pensé à tout le chemin parcouru. Il y a quelques années, je n'aurais jamais imaginé me tenir ici, à commencer mon discours. J'étais une veuve ordinaire, vivant une vie tranquille, essayant de profiter de ma retraite. Et puis tout a changé. J'ai raconté mon histoire une fois de plus, pour la 100e fois peut-être, mais les mots n'avaient jamais semblé aussi vrais. Je parlais de vulnérabilité et de force, de tromperie et de vérité, de perte et de renaissance. Quand j'ai terminé, la salle était silencieuse pendant un long moment. Puis les applaudissements ont éclaté, plus forts que jamais. Ce prix n'est pas pour moi seul, ai-je conclu. C'est pour toutes les victimes qui ont eu le courage de parler. C'est pour tous ceux qui travaillent pour protéger nos aînés. Et c'est pour ceux qui ne sont plus là pour raconter leur histoire. Nous continuons à nous battre pour eux. À 70 ans maintenant, je me réveille chaque matin avec un sentiment de but et de gratitude. Ma vie n'est pas celle que j'avais imaginée. Elle est meilleure, plus riche, plus significative. Je passe mes journées à travailler pour la Fondation, à voyager pour donner des conférences, à conseiller d'autres victimes. Je passe mes soirées à profiter de ma maison provençale, à regarder le soleil se coucher sur les collines, à parler à Raymond dans le silence du crépuscule. Henri et Élise m'ont annoncé récemment qu'ils attendaient un enfant. Je vais être grand-mère. Cette nouvelle m'a remplie d'une joie que je n'aurais jamais cru possible après tout ce que j'avais traversé. La vie continue. Elle se renouvelle. Elle trouve toujours un chemin vers la lumière. Parfois, le soir, je m'assieds sur ma terrasse avec le dossier que le commandant Berger m'a donné il y a des années, celui avec les photos des victimes qui n'ont pas survécu. Je regarde leurs visages, j'essaie d'imaginer leur vie, leurs espoirs, leurs rêves. Et je leur promets silencieusement que leur mort n'a pas été vaine. Nous nous battons pour vous, leur dis-je. Nous continuons à nous battre. L'acier le plus solide est forgé dans le feu le plus ardent. Ces mots de Raymond m'ont guidé à travers les moments les plus sombres de ma vie. Ils continuent à me guider maintenant, dans cette nouvelle existence que je n'aurais jamais pu imaginer. J'ai été testée par le feu. J'ai été brisée et reconstruite. Et j'en suis sortie non pas simplement forte, mais rayonnante de but et de sens. À 70 ans, j'ai finalement découvert qui Hélène Martin était vraiment. Une femme qui refuse de se laisser définir par ce qui lui est arrivé. Une femme qui transforme la douleur en pouvoir, la victimisation en action, le désespoir en espoir. Une femme qui se bat pour ceux qui ne peuvent pas se battre eux-mêmes. Une femme qui prouve chaque jour que nos plus grands chapitres peuvent commencer quand nous pensons que l'histoire est terminée. Je suis Hélène Martin. Et je suis magnifique. Cet après-midi de printemps, alors que je regardais les bourgeons s'ouvrir sur le vieil amandier de mon jardin, j'ai reçu un appel inattendu. C'était une jeune femme, la fille d'une des victimes des sœurs de C qui n'avait pas survécu. Elle s'appelait Claire, et sa mère, Marguerite, était l'une des femmes dont j'avais vu la photo dans le dossier du commandant Berger. Madame Martin, a-t-elle dit, sa voix tremblant légèrement. J'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais vous parler depuis longtemps, mais je n'ai pas eu le courage jusqu'à maintenant. Vous ne me dérangez pas du tout, ai-je répondu doucement. Comment puis-je vous aider? Il y a eu un long silence sur la ligne, et j'ai entendu Claire prendre une profonde inspiration. Ma mère est morte il y a 3 ans. On nous a dit que c'était une crise cardiaque. Elle avait des antécédents, alors nous n'avons pas questionné. Mais après le procès des sœurs de C, après avoir entendu ce qu'elle faisait, j'ai commencé à me demander. Elle n'a pas pu finir sa phrase, mais je comprenais ce qu'elle voulait dire. J'avais eu les mêmes pensées concernant les photos du dossier, ces visages souriants qui ne savaient pas qu'ils étaient en danger. Claire, ai-je dit gentiment. Je ne peux pas vous donner de certitude. Personne ne le peut. Mais ce que je peux vous dire, c'est que votre mère n'était pas responsable de ce qui lui est arrivé. Ces femmes étaient des professionnelles. Elles avaient perfectionné leur art pendant des années. Votre mère n'avait aucune chance de voir venir ce qui allait se passer. Je l'entends pleurer doucement à l'autre bout du fil. Je me sens tellement coupable. J'aurais dû faire plus attention. J'aurais dû la visiter plus souvent. Peut-être que si j'avais été là, j'aurais vu quelque chose. Arrêtez, ai-je dit fermement mais avec compassion. Ne faites pas ça. Ne portez pas ce poids. Ce n'est pas votre faute.
Ces prédateurs sont experts pour isoler leurs victimes, pour créer des barrières entre elles et leurs familles. Si votre mère ne vous parlait pas de ce qui se passait, c'est probablement parce qu'elle avait honte ou parce qu'elle l'avait convaincue de garder le secret. Il y a eu un autre long silence. Puis Claire a demandé une question qui m'a brisé le cœur. Pensez-vous qu'elle a souffert? J'ai fermé les yeux un instant, pensant à tout ce que je savais sur les méthodes des sœurs de C, sur les substances qu'elles utilisaient. Je savais que la vérité pourrait être cruelle, mais je savais aussi que les mensonges ne guérissent pas. Je ne sais pas, Claire, ai-je dit honnêtement. Mais ce que je sais, c'est que ces femmes sont maintenant en prison. Elles ne peuvent plus faire de mal à personne. Et le travail que nous faisons à la Fondation honore la mémoire de votre mère et de toutes les autres victimes. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Claire m'a raconté des souvenirs de sa mère, une institutrice à la retraite qui aimait jardiner et faire des mots croisés. Elle m'a parlé de la solitude de Marguerite après la mort de son père, de sa joie quand elle avait rencontré un homme charmant qui semblait vraiment s'intéresser à elle. Un homme qui, nous le savions maintenant, était probablement un complice des sœurs de C. À la fin de notre conversation, Claire m'a dit quelque chose qui m'a touchée profondément. Vous savez, Madame Martin, depuis le procès, je me sentais tellement impuissante. Te t'encolere. Mais en vous parlant, j'ai compris quelque chose. Je peux faire quelque chose. Je peux me battre, comme vous. Je veux aider. Voulez-vous devenir bénévole à la Fondation? Ai-je demandé, un sourire se formant sur mes lèvres. Je veux faire plus que ça, a-t-elle répondu. Je veux raconter l'histoire de ma mère. Je veux que les gens sachent ce qui peut arriver. Je veux empêcher d'autres familles de vivre ce que nous avons vécu. Et c'est ainsi que Claire est devenue l'une de nos ambassadrices les plus éloquentes. Elle a commencé à participer à nos ateliers, à partager son histoire, à mettre un visage humain sur les statistiques abstraites de la fraude aux personnes âgées. Sa voix, brisée par le chagrin mais forte dans sa détermination, touchait les gens d'une manière que les faits et les chiffres ne pouvaient pas égaler. Au fil des mois, d'autres familles de victimes nous ont rejoints. Un fils dont le père avait perdu ses économies. Une petite fille dont la grand-mère avait été manipulée pour changer son testament. Un neveu qui avait découvert l'escroquerie trop tard pour sauver sa tante. Chacun d'eux avait une histoire à raconter, un avertissement à lancer, un héritage à honorer. Ensemble, nous formions une communauté. Une communauté de survivants, de familles, de défenseurs. Une communauté unie par la perte, mais déterminée à transformer cette perte en quelque chose de significatif. Nous étions la preuve vivante que même dans les ténèbres les plus profondes, la lumière pouvait trouver un chemin. L'automne suivant, j'ai reçu une lettre d'une source inattendue. Elle venait de la prison où Samantha de C purgeait sa peine. L'enveloppe était ordinaire, tamponnée par les services pénitentiaires, mais son contenu m'a laissé sans voix pendant plusieurs minutes. Madame Martin, commençait la lettre, écrite d'une main soignée que je ne reconnaissais que trop bien. Je ne m'attends pas à ce que vous lisiez ceci jusqu'au bout, et je comprendrais si vous le jetiez immédiatement. Mais j'avais besoin d'essayer. J'ai continué à lire, malgré moi, fasciné par cette voix que j'avais entendue mentir tant de fois avec tant de conviction. Je n'écris pas pour demander pardon, continuait Samantha. Ce que j'ai fait était impardonnable. Je le sais maintenant, même si pendant longtemps je me suis convaincue que mes victimes méritaient ce qui leur arrivait, qu'elles étaient stupides ou naïves et que je ne faisais que prendre ce qu'elles offraient trop facilement. La prison m'a donné quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, du temps pour réfléchir. Du temps pour voir ce que j'étais vraiment devenue. J'ai lu des articles sur votre fondation. J'ai vu les interviews. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris l'étendue du mal que j'ai causé. Pas seulement l'argent volé, mais les vies détruites, les familles brisées, les personnes qui ont perdu leur dignité, leur confiance, leur foi en l'humanité. Je vous ai haï quand vous m'avez fait arrêter. Je vous ai maudite chaque jour pendant les premiers mois de mon incarcération. Mais maintenant, je réalise que vous m'avez peut-être sauvée, d'une façon tordue. Si j'avais continué, si je n'avais jamais été arrêtée, je serais devenue quelque chose d'encore pire. Je serais peut-être devenue une meurtrière, pas seulement par accident ou par négligence, mais intentionnellement. La lettre continuait sur plusieurs pages. Samantha y décrivait son enfance avec Andrea, leur mère manipulatrice qui leur avait enseigné que le monde était divisé entre prédateurs et proies, et qu'il valait mieux être du côté des prédateurs. Elle parlait de sa première escroquerie à 17 ans, de la façon dont le succès l'avait enivrée, dont chaque nouvelle victime était devenue plus facile que la précédente. « Je ne vous demande pas de me pardonner, concluait-elle. Je ne me pardonne pas moi-même. Mais je voulais que vous sachiez que votre travail compte. Même ici, en prison, j'ai entendu parler de gens qui ont été sauvés grâce à votre fondation. Des gens qui auraient pu être mes victimes si vous n'aviez pas été là. C'est quelque chose, je suppose. Ce n'est pas assez pour compenser ce que j'ai fait, mais c'est quelque chose.
Avec mes excuses les plus sincères, Samantha de C. Je suis restée longtemps assise avec cette lettre dans les mains, ne sachant pas quoi en penser. Était-ce sincère? Ou était-ce une autre manipulation, une tentative d'obtenir quelque chose de moi, peut-être une recommandation pour une libération anticipée? Je ne pouvais pas le savoir avec certitude. Ce que je savais, c'est que cette lettre ne changeait rien. Elle ne ramenait pas les victimes qui avaient perdu leur vie. Elle ne rendait pas l'argent volé. Elle n'effaçait pas les années de souffrance qu'elle et sa sœur avaient causées. Mais peut-être, juste peut-être, elle montrait qu'un changement était possible. Que même les personnes les plus perdues pouvaient, dans les bonnes circonstances, commencer à voir la vérité sur elles-mêmes. J'ai gardé la lettre. Je ne l'ai jamais répondue, mais je l'ai gardée. Parfois, quand je doutais de l'importance de mon travail, quand je me demandais si tous ces ateliers et ces conférences faisaient vraiment une différence, je la relisais. Elle me rappelait que le changement était possible, même dans les endroits les plus inattendus. Les années ont passé, comme elles le font toujours. Ma petite fille aînée, une belle enfant aux yeux noisettes comme son père et aux cheveux châtains comme sa mère. Ils l'ont appelée Raymonde, en hommage à mon mari, et chaque fois que je la tenais dans mes bras, je sentais la présence de Raymond d'une manière que les mots ne pouvaient pas décrire. Je l'ai regardé grandir, prononcer ses premiers mots, faire ses premiers pas. Je lui ai raconté des histoires, je lui ai appris à faire des gâteaux, je l'ai emmené se promener dans les collines provençales pour lui montrer les papillons et les fleurs sauvages. Et un jour, quand elle sera assez grande pour comprendre, je lui raconterai mon histoire. Pas pour l'effrayer, mais pour l'armer. Pour lui apprendre que le monde contient des gens qui cherchent à profiter de la gentillesse et de la confiance des autres, mais que ces gens peuvent être Vaincus. Pour lui montrer que la force peut venir des endroits les plus inattendus, que les plus grandes épreuves peuvent mener aux plus grandes transformations. Je lui dirai que sa grand-mère était une femme ordinaire qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Pas parce qu'elle était spéciale ou exceptionnellement courageuse, mais parce qu'elle a refusé d'être une victime. Parce qu'elle a choisi de se battre, pour elle-même et pour les autres. Parce qu'elle a compris que l'âge n'est pas une limite, mais une liberté. Je lui dirai que l'acier le plus solide est forgé dans le feu le plus ardent. Et je lui dirai qu'elle porte en elle la même force, le même potentiel de grandeur. Qu'elle n'a pas besoin d'attendre 68 ans pour découvrir qui elle est vraiment. Qu'elle peut commencer maintenant, aujourd'hui, à être la personne extraordinaire qu'elle est destinée à être. Maintenant, à 72 ans, je regarde en arrière sur ma vie avec un sentiment de paix que je n'aurais jamais cru possible. J'ai connu l'amour et la perte, la joie et le chagrin, la trahison et la rédemption. J'ai été épouse, mère, grand-mère. J'ai été victime, puis guerrière, puis leader. J'ai été brisée, puis reconstruite, plus forte qu'avant. La fondation continue son travail. D'autres personnes ont pris le relais des tâches quotidiennes, me permettant de ralentir un peu, de profiter de ma famille et de mon jardin. Mais je continue à donner des conférences, à partager mon histoire, à offrir espoir et conseils à ceux qui en ont besoin. Tant que j'aurai un souffle, je continuerai à me battre. Parfois, le soir, je m'assieds sur ma terrasse et je parle à Raymond. Je lui raconte ma journée, mes espoirs, mes inquiétudes. Je lui parle de Raymonde et de ses petites aventures. Je lui dis combien il me manque, mais aussi combien je suis reconnaissante pour la vie que nous avons eue ensemble, et pour la vie que j'ai maintenant. Je ne suis plus la femme qui repassait sa robe bleu marine quand elle a reçu l'appel de son avocat. Cette femme semble appartenir à une autre vie, une autre époque. Et d'une certaine manière, c'est vrai. Cette femme est morte le soir où elle a découvert la vérité sur Sophie. Mais de ses cendres est né quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de plus fort. Quelqu'un de plus courageux. Quelqu'un qui a finalement découvert sa véritable nature. Je suis Hélène Martin. J'ai 72 ans. Je suis veuve, mère, grand-mère. Je suis une survivante. Je suis une combattante. Je suis une voix pour ceux qui n'en ont pas. Et je suis, enfin et pour toujours, magnifique.